comment vous avez réussi en si peu de temps 10 ans après, 70 millions de chiffre d'affaires, c'est hallucinant. On a eu la chance incroyable de lancer Netflix. Bon. Mais créativement, c'était pas extraordinaire. Pour comprendre ce qu'est une idée publicitaire, ça prend 10 ans. On n'arrive pas trop à l'expliquer. On a essayé toutes les IA existantes et puis on a humblement produit des centaines de milliers d'images, littéralement. Quand on a fait notre coming out, on était la première agence dans le monde à y croire. En fait, ce qui se passe dans les entreprises, c'est que le CEO est à fond derrière l'AI. Le légal est toujours un peu wow. Jusqu'à ce que le concurrent ait embrayé. Il y avait quelque chose de plus vrai que vrai. Les regards étaient intimidants, au point où j'ai fermé le laptop. Et là, réunion de crise la plus ridicule de toute l'histoire de la publicité. On va commencer sur un truc, Fred. Ça commence là où tu me dis. C'est commencé. Le Qigong, non, c'est ça? Le Qigong. Qigong. Alors j'ai mal lu. Qigong. Ouais. Parce que je te voyais faire des gestes juste avant, etc. C'est ta mère qui était là-dedans, non? C'est ça? Alors oui, je suis étonné que tu saches ça, ouais, effectivement. Ma mère a toujours été intéressée par tout ce qui était médecine chinoise, les énergies. Ok. Le chi, voilà, le chi, on dit le ki. Le ki. Au Japon, on dit le ki. Moi, je fais du karaté ici, donc je suis. C'est pour ça que j'allais venir. Tu as continué aussi là-dedans. Ah bah ouais. Du coup, t'es de ceinture noire, forcément. Ouais. On dit pas marron en karaté, non? C'est pas. Non. On dit. Enfin, moi, je suis noir de Kyokushinkai. Ok. J'ai fait plusieurs formes de karaté. C'est un peu ce qui m'a accompagné toute ma vie. Donc ma mère est là-dedans. Elle est très. Tu me prends de court là complètement. Je pense que c'est le jeu. Je pense que c'est le but des jeux. Et vraiment sur les énergies et sur le chi est très important dans toute l'Asie. Comprendre les énergies, comprendre les lieux, comprendre les gens, les énergies que dégagent les personnes, c'est essentiel. Mais je t'ai vu juste avant faire un petit geste et tout. Je me suis dit tiens, c'est rigolo, ça me. Ah, oui. Et moi j'ai fait quoi comme karaté? J'ai fait c'est quoi la partie la plus. Le Shotokan. Il y a le Shotokan qui est le traditionnel Okinawa de Funakoshi, qui est le fondateur du Shotokan, qui est très bas. Et il y a le Shitoryu Vadoryu qui est un peu plus sur les énergies. Okay. Et le Kyokushinkai qui est un petit peu plus violent. Moi, c'est celui-là que j'ai fait. Qui est un petit peu plus. T'en fais encore? Ouais, beaucoup, ouais. Ok. C'est ma passion. T'es capable de me mettre un coup de latte dans la tête? Bah non, parce que justement, au karaté, on est non violent. En fait. Oui. C'est que la maîtrise. D'abord, c'est un art. Et puis, c'est la répétition du mouvement jusqu'à la perfection. Et c'est une perfection qu'on n'atteint jamais, mais c'est répéter le même mouvement over and over jusqu'à ce qu'on potentiellement on arrive à un truc parfait. Ok. Tu t'en rapproches? Non. J'ai vu un kata récemment une karatéka, je sais plus comment elle s'appelle, une japonaise qui m'a qui m'a fait pleurer, qui me fait pleurer à chaque fois que je le regarde. C'est tellement ses gestes sont parfaits. C'est championne du monde de kata. Et c'est une artiste, elle est vraiment. C'est presque comme un magnifique morceau de musique, c'est de la regarder. Le kata, c'est un gros délire quand même, parce que faut. Toi, t'as l'air aussi quand même un peu à vouloir en découdre, tu vois. Le kata, faut rentrer dedans. Moi, c'est un peu à la fin ce qui m'a aussi fait fuir du karaté, c'est-à-dire que faire des mouvements dans le vent, il y a un moment où, par rapport au combat, à l'UFC, au MMA, tout ça, c'est un peu chiant, quoi. Ils ont codifié, disons, en fait, c'est une façon, ils ont codifié tout ce qui pouvait se passer dans un combat, dans une suite de mouvements très précises, très géométriques. C'est-à-dire, ça donne une forme géométrique quand on le regarde en top shot, un peu, ça donne une forme géométrique. Et c'est, il faut faire confiance un peu au process, que c'est censé en fait travailler ta mémoire musculaire pour ensuite faire face un peu à beaucoup de situations. Mais après, c'est quand même un art. Non, mais bien sûr. Mais c'est vraiment comme Karate Kid. En fait, tu te dis à la répétition, et puis à la fin, quand ça arrive, t'es prêt, quoi. T'es vraiment dans cet état. Approche, mais c'est long, quoi. Quand tu le pratiques, le kata. C'est dur, ouais. C'est dur. Il faut se rappeler la suite de mouvements. C'est compliqué. On l'oublie souvent. On confond deux katas. Et c'est pas les mêmes d'un karaté à l'autre. En plus, c'est ça. En plus, c'est compliqué parce que dès qu'on change de style, il faut réapprendre il y a des bases similaires, mais il faut quand même apprendre les différences et les connaître. Ok. Ce qui est pas évident parce que la mémoire musculaire peut être faite sur un autre mouvement et donc. Mais c'est passionnant parce que derrière le karaté, il y a toute une philosophie. Karaté, c'est la main vide et do, c'est la voix. Au Japon, do, c'est la voix.
Judo, c'est la voie de la souplesse, par exemple. Aikido, c'est amour, harmonie. C'est Do, la voie de l'amour et de l'harmonie. Et tout ça, ce sont des voies. Les Japonais ont vraiment compris que tout, finalement, peu importe ce qu'on fait, tout peut être une voie d'accomplissement spirituel. C'est juste l'esprit dans lequel on fait. Et finalement, ce qu'on fait, c'est soi-même, en fait. On se transforme soi-même. Mais au Japon, on apprend que on peut devenir un maître dans l'art du thé ou même du pliage. Donc, c'est-à-dire que peu importe finalement la voie, ce qui compte, c'est d'avancer dans cette voie et se transformer soi-même. C'est un peu la grande leçon du Japon. Hein. C'est vraiment ce qu'on a appris du Japon, et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que finalement, il n'y a pas d'art mieux que d'autres arts. Il n'y a pas d'activité mieux que d'autres activités. Il y a juste des voies possibles qui nous permettent de nous transformer nous-mêmes. Et quand tu es un fils de... Elle faisait du Qigong, elle était monitrice, elle enseignait. Ouais. Avec, ça donne quoi à la maison? C'est un truc c'est différent de chez toi? C'est incroyable, on démarre avec ça, t'es bon quand même, parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Déjà, elle a testé toutes ses aiguilles d'acupuncture sur moi. Donc, déjà. Aïe! Déjà, ça marchait pas toujours. Elle s'entraînait un peu sur moi. Donc, mais comme ça me passionnait, donc j'ai accepté. Et après, elle vivait avec un Coréen, passionné aussi de Qigong. Et ils étaient tous les deux, ils enseignaient Qigong tous les deux. Et donc, ça m'a vraiment... on démarre dur. On démarre dur. Voilà, ça m'a ouvert à tout ça. Ouais. Marrant. C'est vrai que ça doit être assez drôle de suivre ça aussi après, et César, au travers de tes voyages, parce qu'on va parler de voyage business, pas mal, mais pas que, en fait, de voyage de vie. Parce que tu fais un peu le tour du monde, c'est pas fini d'ailleurs, hein, c'est encore bien en cours, j'ai l'impression. Ouais. Tu me racontais un peu tes prochaines idées, qui sont toujours surprenantes d'ailleurs. Je m'y attendais pas. Fred, on va checker, tu sais quoi, parce que je suis trop content de t'avoir ici. Fred et Farid, ça a toujours été une agence que j'ai regardée avec admiration, avec une envie, mais une envie positive, tu vois. Marcel aussi, parce qu'avant, t'as fondé Marcel, cofondé Marcel, ouais. Tu vas me raconter aussi. Mais ça a été rapide, finalement, l'époque Marcel, j'ai l'impression que ça a duré que 2-3 ans, finalement. Ouais, mais il y a eu une belle legacy derrière, un bel héritage. En tout cas, j'ai l'impression que ça reste une belle agence. Et puis plus récemment, alors j'ai Imagination, je sais pas comment tu le prononces. AI Imagination. Donc on va parler d'intelligence artificielle dans la création, la créativité. Et ça me fait kiffer parce que c'est deux univers qui me plaisent énormément, puis qui posent énormément de questions. On va parler d'agence, on va parler de campagne, on va parler de marque, on va parler d'international. Vous avez quand même monté Fred et Farid moi, les chiffres que j'ai eus à un endroit étaient proches de 80 millions de dollars, peut-être un peu en dessous, je sais pas, en tout cas 2017-2018 on était par là. 10% d'EBITDA, donc une marge quand même assez solide pour une agence indépendante. Un truc qui m'impressionne parce que en fait, autant on a de belles agences en France, tu vois, et puis on a vu, j'ai reçu ici tes concurrents, des Buzzman ou des, plus récemment, Eric Thiongkong, mais qui sont souvent des agences plus françaises, quoi, franco-françaises. Ouais. Vous avez réussi à faire un réseau mondial, avec un chiffre d'affaires qui a dû avoisiner peut-être les 100 millions à un moment, dans un game qui est quand même dur, en fait, parce que dès que tu vas à l'international, tu te retrouves avec les Publicis, WPP, Havas, t'es sur du big player qui doit plutôt être en milliards, j'imagine, d'euros. Donc le jeu est pas facile, et puis aller les déloger sur des énormes marques, c'est quand même un gros délire. Ouais. J'aimerais comprendre ce métier. Ça te va comme programme? Ça me va. Mais avant tout ça, si tu veux bien, je te propose de te présenter. Ah, ok. Fred Raillard. Alors c'est marrant, mais on peut se présenter de plein de façons différentes. Hein. Donc quel regard on donne? Je dirais un voyageur d'abord, un entrepreneur ensuite, un papa, et qui a une sensibilité artistique. Ok.
Voilà. Une sensibilité artistique, elle est née comment ? Depuis toujours, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours été dessiné, peint, toujours admiré que les artistes. C'était assez radical même en fait. Finalement, la pub moi, ça a été le chemin inverse en fait. J'ai découvert le business et je suis devenu businessman. J'ai démarré artiste. Généralement, c'est l'inverse. Tous mes copains, c'est l'inverse. Ils démarrent dans le business, ils se découvrent artistes plus tard. Et moi, c'est l'inverse en fait. J'ai démarré très 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 artiste. Je faisais que dessiner, que peindre, que tous mes copains étaient artistes. J'étais même assez radical à ne fréquenter que des artistes. Et en fait, j'ai découvert les joies du business, de l'entrepreneuriat après, en fait. Pour découvrir, finalement, j'étais plus un entrepreneur qu'un artiste, en fait. Mais ce qui peut souvent être vecteur de frustration. Moi, j'ai commencé pas mal aussi dans la créativité. Je rêvais de faire du ciné, je rêvais de faire plein de choses, etc. Puis à un moment, tu te ranges, entre guillemets, tu vois, dans le business. Ouais. T'es pas passé par ça. À un moment, tu t'es pas dit, finalement... moi, j'aurais bien aimé être Francis Ford Coppola ou moi je l'ai vécu autrement, comme plutôt je me suis libéré dans le business en fait, et dans le voyage et dans l'entrepreneuriat en fait. Et c'est marrant, on parlait d'énéagramme tout à l'heure, et quand j'ai découvert, j'étais type 3, on est très finalement des entrepreneurs dans l'âme, quoi. On est avant d'être des artistes, donc en fait je me suis épanoui plus dans le business et dans l'entreprise vraiment. Okay. Ouais, sans aucune frustration en fait. J'adore dessiner, j'adore faire de la photo, dessiner et tout, mais c'est pas le centre. Le centre de gravité, c'est plus l'entrepreneuriat, le voyage. Je te comprends, hein. Je crois que c'est aussi chez moi comme ça, mais notamment dans la pub, on voit beaucoup de créas qui peuvent être un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas été artistes, tu vois, t'as dû en voir. Ouais. Et j'en ai vu, hein, et parfois très talentueux. Mais moi, c'était vraiment le chemin inverse. Okay. C'est si je suis frustré, ce serait peut-être frustré plus de pas être encore plus entrepreneur dans plus de domaines. Puis je suis plutôt frustré dans l'autre sens, en fait, par rapport à certains copains. De pas avoir 8 vies en même temps. Ouais, voilà, et de monter des boîtes partout. Et moi, c'est plus cette frustration-là d'être un peu là dans une aventure, mais de vouloir monter d'autres boîtes dans d'autres domaines. C'est plus ça, en fait, qui m'attire. T'inquiète, quand t'arrives dans cette voie de monter des boîtes dans tous les sens, à un moment, on te rappelle qu'il faut arrêter et te concentrer un petit peu. Je ne vise personne dans cette pièce. Et je comprends cette frustration. Pour la petite précision rigolote quand même, on vient de faire un test dans la cuisine juste avant avec Fred, parce que je lui racontais que j'avais partagé dans ma newsletter ce petit hack. On est tous les deux gros fans d'intelligence artificielle, en tout cas geek là-dessus, et puis on utilise de manière assez hardcore, j'imagine toi aussi, mais ChatGPT ou d'autres. Et donc le délire était de se dire, je t'expliquais qu'on pouvait faire des tests de personnalité si tu utilisais beaucoup ces intelligences artificielles, et que c'était super précis. Alors, tu l'as essayé de manière... tu me disais, toi, t'adores le test Ennéagramme. Ouais. Et donc, t'as dit à ChatGPT, je te laisse raconter la suite, mais... Ouais, j'ai demandé du coup quel Ennéagramme type j'étais. Ouais. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ennéagramme, c'est une classification, en fait, de l'ensemble des êtres humains en 9 types. Donc, c'est un peu la genèse de toutes ces technique de HR qu'on a aujourd'hui, et c'est très sérieux, ça remonte, il y a des mathématiques sacrées dans le cercle de l'énéagramme. C'est 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, je crois. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, c'est la suite, et chaque chiffre divisé par 7 donne un chiffre qui est le même à la virgule, à part la virgule, c'est un peu technique, mais dans cette suite-là, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, quand on divise un chiffre par 7, on obtient le même chiffre, exactement. Okay. C'est juste que la virgule n'est pas au même endroit. Donc il y a une forme de mathématiques sacrée derrière ça. On va pas aller plus loin que ça, mais en tout cas, moi j'adore ces trucs-là. Et il y a surtout, c'est vachement intéressant parce que c'est une façon de mettre l'ensemble des 8 milliards d'individus sur Terre dans 9 grandes boîtes. Et c'est humbling, comme on dit aux États-Unis, parce que ça rend humble, parce qu'on se rend compte que finalement on n'est pas si unique. Et on se rend compte surtout qu'on a aussi les défauts de son type, on n'est pas que les qualités, ce qui est pas facile au départ. Donc moi je l'ai fait avec un coach et avec ma femme, on y a été ensemble et c'était vachement intéressant, et ça permet de mieux se comprendre soi-même, mieux comprendre l'autre et mieux comprendre tous les autres, parce que quand on comprend les 9 types de personnalités, on comprend qu'en fait
Les façons de processer le monde sont différentes, le système d'exploitation n'est pas le même, et donc ça aide mais considérablement dans la connexion avec l'ensemble des gens autour de vous en fait. Et donc on a essayé juste avant le podcast, on a demandé donc à GPT quel type j'étais, qui m'a dit type 3. Et effectivement, c'est après avoir travaillé avec un coach pendant 8 semaines, je crois, on est arrivé à la conclusion que j'étais un type 3. Donc c'était assez étonnant de voir que encore une fois, l'intelligence artificielle l'a fait en une seconde. Oh la vache, c'est flippant ce qui est en train de m'arriver, parce que du coup je t'écoute et je suis en train de me dire, en fait, j'avais pas réalisé à quel point avant de faire ce test. Donc la genèse de tout ça, c'est Laurent Kretz, mon associé, ex-associé d'ailleurs désormais de City Cause à Vostra, j'y arrive plus, tu vois, qui me dit oh waouh, ça fait peur ce que j'ai sous les yeux. Il me dit tiens, regarde, si tu utilises beaucoup, enfin il sait que j'utilise beaucoup de ChatGPT, il me dit si tu lui demandes ton QI, il va te le sortir direct. Donc il m'avait dit QI et un autre test qui est MBTI. Ouais. Il me sort les deux qui sont à peu près ce que j'avais toujours eu, donc tu vois, un peu chaud. Là, ce que tu me dis en même temps, donc je t'ai pris au mot, tu me parles un peu des défauts qui sont associés. Donc j'ai demandé mon énéagramme tout à l'heure avec toi. Ce qui est drôle, c'est que toi, tu avais dit si je suis pas type 3, il se plante. Et le truc, il t'a sorti direct type 3. Direct type 3, ouais. Donc moi, il me sort un type 7 L8, donc ça doit être un truc genre... pardon 7, c'est... Ouais, enthousiaste, leader, donc... Et derrière, non mais tu vas voir la suite. Je lui dis, donc, j'étais en train d'écouter, de me dire, mais putain, attends, ça veut dire que les coachs, tout ça, en fait, à un moment, l'IA, si tu l'utilises beaucoup, te connaît mieux que beaucoup de choses et peut t'aider à te connaître mieux toi-même, sans passer par un coaching. Alors, c'est différent et c'est pas la même chose. Hein. Je dis pas que tous les coachs qui nous écoutent ne servent plus à rien. Là, je lui dis, vas-y, balance-moi les défauts de ce type qui me concernent. Et là, bon, impulsivité, je suis pas hyper impulsif, mais ça va. Mais dispersion, du mal à rester concentré sur un seul projet objectif, avec une curiosité insatiable, tu pourrais te lancer dans plusieurs directions à la fois, ce qui peut conduire à de la dispersion et des projets inachevés. Bon, voilà. Évitement des émotions négatives. Alors là, je suis complètement dedans. Autorité et tendance au contrôle, avec les 8. Autorité, je sais pas. Oui, si, un peu tendance au contrôle total. Prise de risque excessive, difficulté à approfondir, surcharge et peur de la routine. Voilà, genre le truc, tu te dis, c'est vertigineux. Donc voilà, c'est intéressant, c'est flippant aussi. Hein. Ouais, et c'est humbling. Comment dire en français, ça rend humble. Ça rend humble. Parce qu'il faut accepter. Et c'est pour ça que c'était utilisé dans les monastères, par exemple. Ça remonte à très loin, l'énéagramme. Hein. C'est-à-dire que tout le monde le revendique. Donc l'islam le revendique, parce que dans le soufisme, qui est une branche ésotérique de l'islam, il l'utilisait. La judaïté le revendique parce que il y a l'arbre des séphirotes qui est avec des chiffres, qui est donc assez proche des 9 chiffres de l'énéagramme, et donc ça pourrait avoir un lien aussi. Et les chrétiens le revendiquent parce que c'était pratiqué dans les monastères. Donc en gros, les 3 religions monothéistes le revendiquent. Donc ça remonte à très très loin. Et c'était utilisé dans les monastères, par exemple, pour justement comprendre quels sont tes défauts et comment travailler dessus en fait. Donc moi je me rappelle moi je l'ai fait avec un coach génial. Et qui s'appelle tu vas retrouver. C'est à cause du podcast, je vais le retrouver longtemps, mais que j'ai un trou de mémoire que je vais compenser tout de suite. Et donc tu me disais oui, au moment en fait, parce que tu vas assez naturellement accepter les qualités du type et plutôt rejeter les défauts du type. Hein. Ça me correspond, mais pas complètement, ce qui est un truc assez normal. Et à un moment donné, il y a un moment où tu commences à comprendre, le truc s'emboîte dans ta tête et tu acceptes en fait les défauts de ton Enneagram Type. Et c'est un moment qui peut être assez fort. Moi, j'ai eu une montée d'émotion à ce moment-là. Hein. C'était vraiment... Quel défaut ? Les défauts, c'est que le 3 raconte toujours une belle histoire, que la réussite sociale est importante et parfois trop, qu'elle prend le pas sur du coup une forme d'accomplissement personnel. Il peut y avoir une forme de superficialité, il peut y avoir donc une vulnérabilité au regard de l'autre, une compensation à travers beaucoup de projets et le besoin qu'on aime les projets, parce qu'en fait le 3 fondamentalement est convaincu qu'il peut pas être aimé pour ce qu'il est, mais pour ses projets. Donc il y a plein de choses comme ça très très fortes. Mais derrière les 9 types, hein, quand on regarde les 9 types, il y a vraiment un ensemble de qualités, de force et de faiblesse, et voilà.
Mais c'est intéressant les forces, évidemment. Anne-Sophie Burette, voilà. Anne-Sophie Burette, qui est extraordinaire. Et on a fait ce process avec elle. Et c'est génial aussi de le faire en couple parce que ça permet de comprendre l'autre aussi, de comprendre mieux l'autre et donc de s'accorder, en fait. T'as fait un coaching en couple ? Ouais. C'est un de mes copains qui a fait ça et qui m'a dit il faut absolument le faire, il faut le faire en couple, c'est génial, c'est encore mieux parce que tu comprends mieux l'autre et tu peux mieux t'accorder. Trop bien. Et moi, je suis un hyper social qui a besoin de relations sociales, qui se nourrit des rencontres, etc. Et mon épouse est scientifique et elle est, au contraire, elle a besoin de moments de solitude, qu'il n'y ait pas d'intrusion, en fait, dans sa sphère. Et donc, c'est bien de comprendre que finalement, c'est des natures, en fait, qu'il ne faut jamais reprocher à l'autre sa nature. On peut reprocher un comportement, mais pas sa nature profonde. Et donc, d'essayer de la comprendre et de s'accorder. Et ça permet aussi ce qui est fabuleux, c'est parfois en quelques phrases dans un dîner, on comprend à qui on a affaire. En fait, quand on maîtrise bien l'énéagramme, en quelques phrases, on comprend à qui on a affaire. Et donc, on peut plus facilement connecter, vraiment profondément connecter avec la personne parce qu'on sait, on comprend le modus operandi, on comprend le système d'exploitation. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir que c'est pas la personnalité complètement, c'est vraiment la façon d'appréhender le monde. C'est le système d'exploitation, en fait, comme un ordinateur. Et donc, on peut avoir dans un même groupe des gens qui, a priori, sont extrêmement différents. Il pourrait y avoir, dans un même type, Lady Gaga et Mère Teresa. Parce que les deux pourraient être, là je dis n'importe quoi, hein, les deux pourraient être des 8 très dominantes, et une à travers son art et ses excentricités, et l'autre à travers la religion. Et je viens de faire tomber un verre. Moi, je viens de dire religion, tu fais tomber ton verre. Et donc c'est pas la personnalité complètement, c'est vraiment le système d'exploitation. J'éponge un peu en même temps. Pardon, du coup j'ai perdu le fil, mais si le fait que ce soit comme ça aussi instantané par un OpenAI, ChatGPT, j'ai lu un peu à droite à gauche que ta découverte de tout ça, t'avais d'abord eu peur. Moi, quand je lis ça, en fait, je trouve ça vraiment abyssal. C'est-à-dire que j'ai des vagues, tu vois. Il y a des moments où je suis très enthousiaste, des moments où je suis hyper créatif grâce à l'IA, et des moments où, là, tu vois, je trouve ça fou, ça m'exalte, et à la fois, ça me fait peur. C'est-à-dire que là, je me dis, attends, ça veut dire que non seulement il comprend mes questions, mes envies. Tu vois, au début, je sais pas, je disais raconte-moi telle histoire à la manière de Victor Hugo. Et puis, il le faisait super bien, je trouvais ça fou. Mais là, en fait, tu rentres dans une relation où l'IA te connaît mieux que toi-même, te connaît probablement mieux ou te comprend mieux que beaucoup de gens te comprendront. C'est intriguant quand même, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Je suis d'accord. Il y a une part d'excitation et une part de plus on le pratique, plus on comprend l'emprise que l'IA va avoir sur nous individuellement et sur la société. Et donc on rentre assez rapidement dans certains scénarios de science-fiction. Parce que là, tu vois, en one-to-one, je veux dire, il va te comprendre, il va te mettre en type 3, moi il va me mettre en type, j'ai dit quoi 7 et 8. 7 et 8. L8 en fait. C'est un 7 L8, ouais. Et puis après, il peut se dire, tu vois, oui, mais en majeure partie dans la société, il y a des gens comme ça qui pensent comme ça. Je veux dire, sur les élections, sur plein de choses, ça va devenir complètement dingue, en fait, tout ça. Et puis tu vas parler à chaque personne en termes de pub quasiment individuellement. C'est vertigineux. C'est un peu ce sur quoi vous bossez, là, C'est vertigineux, t'as raison. Et on est on n'est pas dans une disruption. C'est pour ça, à chaque fois, j'entends, il y a eu les NFT, il y a eu le Meta, il y a eu... Et en fait, la AI est une mode, et je crois pas, quand on s'y intéresse vraiment, c'est pas une disruption, c'est pas une révolution, c'est un changement de civilisation, et c'est vertigineux, et on n'a pas tellement d'autres choix que d'y participer. Il y a une phrase qu'on entend aux US beaucoup, c'est "When you can't fight it, embrace it". Si tu peux pas lutter contre, il faut y aller, on peut pas lutter contre. On est, même dans notre industrie, qui est vraiment toute petite partie de la AI, quoi, vraiment, hein. Mais dans notre industrie, on peut lutter contre quelque chose de moins cher.
On peut lutter contre quelque chose de plus rapide, on peut lutter contre quelque chose de plus sustainable. On peut lutter contre quelque chose de meilleur, mais on peut pas lutter contre quelque chose qui est mieux, plus sustainable, plus rapide et moins cher. Durable, c'est impossible, je veux dire. C'est-à-dire que c'est complètement illusoire de penser qu'on va résister. C'est juste, c'est la chronique d'une mort annoncée d'un ancien système, c'est sûr. Et ce qui est vertigineux... Je précise que tu as des anglicismes parce que tu habites aux États-Unis depuis 10 ans au moins. Ouais. Et puis avant. J'ai toujours... j'ai commencé d'abord à Paris, dans quelques agences. Ensuite, on a été assez rapidement à Londres. Ouais. Ensuite, à San Francisco. Ensuite, on est revenu à Paris pour lancer Marcel, puis FF. Puis moi, je suis reparti très vite en Chine. Et ensuite, j'ai ouvert New York. Ensuite, ensuite, j'ai été à Los Angeles. Et là, je viens de déménager à New York, en fait. Oui, je suis un expat. Quand on demande ce que je suis un expat, en fait. Je suis un Français, parce que j'adore la France quand même. Hein. J'ai toujours ce noyau français. Mais sur l'intelligence artificielle, il y a d'abord, on n'a pas le choix. Je crois tout simplement, on n'a pas le choix. C'est lancé, la balle est partie. Hein. Donc, il faut vraiment... on n'a pas le choix. Il faut y aller, de toute façon. Et c'est passionnant, c'est effrayant. On est dans les pires scénarios de science-fiction quand on réfléchit. Les pires ou les meilleurs ? Les deux, parce que la science va avancer, la science va avancer considérablement plus rapidement, la recherche spatiale, enfin toute notre société. Puis on peut imaginer même la politique, on peut imaginer que assez rapidement la AI sera meilleure que nous pour prendre les bonnes décisions pour les pays même. Donc pour le monde globalement, donc on est en train de créer Dieu, quoi. On est en train de ou l'inverse. Suivant comment on le regarde et comment on le maîtrisera. Donc, j'en ai parlé dans aussi une newsletter qui m'a valu quelques balles aussi en retour, mais sur le Dieu autour de l'IA, il y a quand même un gros sujet. Hein. Comme tu le dis, on est en train de créer Dieu, c'est une option possible, littéralement. Oui, ou le diable. Dans le tarot, l'arcane, c'est la 15 du diable. C'est vraiment très sympathique, des yeux partout, donc il connaît tout. Et une eau plate en bas dans les pieds qui veut dire pas d'émotion. On est assez proche aussi de ça, hein, donc il faut faire attention. Elon Musk a dit « We're summoning the demon ». Attention, « We're summoning the demon ». Elon Musk dit qu'il faut absolument le contrôler, qu'il faut absolument mettre en place des systèmes pour le contrôler. Stephen Hawking aussi, avant de mourir, avait dit « L'AI ira jusqu'à nous faire croire qu'il y a un bouton pour l'éteindre ». Et donc, une autre phrase d'Elon Musk aussi sur... il a peur, lui, que l'AI se lasse, en fait, de nous. Parce que parler avec un humain sera aussi boring que pour nous parler à un arbre. Donc, parce qu'on va être trop lent. Alors, ça, c'était dans un épisode exceptionnel d'Elon Musk chez Lex Fridman. Il dit, ne serait-ce que, déjà aujourd'hui, le fait de taper sur un ordi ou un clavier tu vois, tactile, d'imagine pour une AI... Le temps entre chaque touche est une éternité, en fait. Mais même la parole, ça va pas assez vite par rapport à tout ça. C'est-à-dire que quand ChatGPT te répond, ils nous mettent une interface qui fait que ça s'écrit. Mais en fait, ça pourrait être immédiat. Il n'y a pas besoin de temps d'écriture. Ça va beaucoup plus vite que nous. Nous, on est chiants, mais lents. Avec le quantique auquel je comprends rien du tout, mais j'ai juste compris que tout allait être beaucoup plus rapide. On peut imaginer ce que ça va donner, quoi. Mais déjà, c'est effrayant. Ça va te répondre avant que tu te poses la question, quoi. Ouais, c'est ça. C'est en croisant simplement des types de personnalités, la AI sera avant nous que Mathieu Stéphanie aime le Venezuela alors qu'il a jamais mis les pieds là-bas, mais en croisant un peu ce que tu es, les podcasts, le truc, le machin, où t'habites, etc. Déjà, l'AI sera en quelle année tu vas mourir, à peu près. Et puis qu'en fait t'aimes le Venezuela, mais tu le sais pas encore. Pour peu que ce soit branché à mon cerveau sur Neuralink, et puis voilà, t'es bon, quoi. Non, mais ça y est, on a basculé. On a basculé et c'est inarrêtable parce que c'est un sujet militaire. Parce que si l'Amérique ralentit, la Chine avance et inversement. Et que pour citer encore Elon Musk, il vaut mieux pour contrôler une nation, il vaut mieux une bonne AI qu'une bombe atomique, quoi. Donc c'est plus efficace. Et donc c'est un sujet militaire, donc c'est inarrêtable en fait. C'est la nouvelle donne, c'est le new normal, c'est un monde dans lequel et c'est là où nous on a alors
humblement à notre toute petite échelle de mini-studio, petite coquille dans l'océan, mais très en aval de tous les grands génies de la AI. Nous, on fait de l'art appliqué, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on utilise des AI open source, humblement. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, et c'est sur le site aimagination.com, pour ceux qui veulent voir, c'est imagination avec un A devant.com. La philosophie qu'on a mis en place dès le début, c'était un petit peu une forme de résistance à ça, c'est-à-dire que on épouse complètement l'AI et le potentiel de l'AI dans notre métier, et on y croit, mais en conscience, c'est-à-dire que on est conscient du danger que ça représente pour notre industrie et pour notre société, et on essaye de le faire en gardant l'humain au centre, en fait, et le créatif au centre. Donc on n'est pas excité par une AI qui remplace les humains. Moi, quand j'entends l'ultra-personnalisation, l'automatisation, tu rentres quelques critères, il y a une pub qui sort, etc., c'est certainement efficace et certainement ce sera une partie de notre industrie, c'est sûr, mais moi, ça m'excite pas du tout, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment... autour de Imagination, on a un petit peu des activistes de ça, c'est-à-dire que des petits résistants, des petits activistes, c'est-à-dire que on essaye à notre petite échelle de garder le créatif au centre, quoi. D'ailleurs, comme chez Fred et Farid, on a toujours essayé de garder le créatif au centre et en haut, on va dire. Et les CEO chez Fred et Farid sont tous des créatifs, et avec tous les défauts que ça représente. Et on essaye de garder, voilà, les créatifs au centre et d'utiliser la AI pour, je dirais, démultiplier des qualités humaines qu'on connaît, qui sont le sens du beau, l'émotion, l'empathie, la compassion, la spiritualité, l'amour, voilà, tout ce qui n'est pas la machine, en fait. Mais tu vois, Mathieu, c'est vraiment une période intéressante parce que c'est fou de se dire, c'est presque Wall-E, en fait. C'est-à-dire, c'est fou. Tu te rappelles Wall-E, là, je vois très bien. Où finalement un petit robot est plus humain que les humains et pousse les humains dans leur retranchement et à se poser la question. Ce film est tellement visionnaire. Ouais. Mais à plein d'aspects. Ouais. Sur les écrans, ces gens qui sont juste dans leur chaise et qui font plus rien. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Mais la trash planet. Oh là là, mon Dieu. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que la machine nous pousse aujourd'hui à nous poser la question, finalement, c'est quoi les qualités humaines, en fait? Parce que finalement, quand on est un peu honnête sur et ce qui était très valorisé dans notre société et dans les entreprises, c'est des qualités presque de machine. On disait sur quelqu'un, c'est une machine d'ailleurs, c'est une machine. Mais c'était une qualité. Lui, elle, c'est une machine. Et on était vraiment sur l'efficacité, la profitabilité, la rapidité d'exécution. Et notre société tout entière a fait la promotion de ces valeurs qui en fait appartiennent à la machine. Et aujourd'hui, elles sont complètement obsolète parce que la machine sera toujours meilleure que toi. Elle nous éclate et on est 100 fois, 1000 fois. Et donc on se retrouve dans une situation déprimante, vraiment d'obsolescence. Alors c'est déjà commencé dans certains jobs. Et donc ça nous pose une question fondamentale qui est mais on bosse quoi du coup maintenant? On est quoi? On bosse quoi? Et en fait ça nous pousse dans nos retranchements d'humains. Donc on doit se reposer les vraies questions qui est finalement quelles sont nos qualités, mais je dirais compétitives par rapport à la machine. Comment redevenir compétitif et par rapport à la machine, et donc en développant des qualités humaines. Et on le voit parce que, par exemple, la génération est moins importante puisque la machine le fait. Je parle de la Gen AI. Donc il y a vraiment intention, génération, curation. Et en fait, les qualités humaines sont essentielles, même pendant cette étape, mais en fait, non, excuse-moi, parce que j'ai une autre pensée qui me vient, en fait. Je me dis, donc qui télescope la première, mais qui est mieux. Donc, je t'ai dit que je serais honnête pendant ce truc. Non, mais bien sûr, et puis je voudrais que tu décrives. Et puis je veux être en création aussi. Vas-y, je veux pas préparer, c'est pas des phrases préconçues, je veux être vraiment honnête dans cet instant-là. Et ce qui est intéressant et ce qui est porteur d'espoir, ça télescope ma première pensée, mais tant mieux. C'est que finalement, donc tu prends l'intention, donc le prompt, la génération, comment tu fais les images, et ensuite la curation. L'idée convenue, c'est de se dire que l'humain est vachement utile sur l'intention et la curation, et que la génération est faite par la machine. Et en réalité, quand tu pratiques, tu te rends compte que non, qu'en fait, l'humain peut vraiment apporter pendant la génération.
Et je dirais même, c'est presque la partie la plus importante. C'est-à-dire que, et j'aime bien citer Kandinsky là-dessus, la légende veut que Kandinsky, quand il est rentré dans son studio, quand il a inventé l'art abstrait, que la personne qui avait fait le ménage avait en fait pris une toile qui était au commencement et avait retourné cette toile, parce que c'était un début de toile en fait, donc elle savait pas dans quel sens était la toile. Elle l'avait mise à l'envers. Et la légende, je sais pas si c'est une vraie histoire, mais c'est super, donc on dit il faut garder la légende quand elle est mieux que... Et donc la légende veut qu'il soit rentré dans son studio et qu'il ait vu cette toile et qu'il ait trouvé ça plus intéressant que l'intention originale. Et c'est comme ça que serait né l'art abstrait, qui est pas une petite chose, qui est une grande chose. Donc ça, j'en ai déjà parlé de ça, mais c'est... et pendant la génération, il y a ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a une intention avec le prompt et une ambition avec le prompt. Le prompt, c'est la commande que tu vas donner à l'IA. Ouais. Oui. Ensuite, il y a la génération, et pendant la génération, il faut absolument être capable de rentrer dans un dialogue avec la machine. Et pas un monologue, en fait. Il ne faut pas rester campé sur son idée originale, parce qu'on est face à quelque chose qui est juste 1000 fois plus intelligent que nous et qui va chercher dans l'Internet, partout sur l'Internet. Donc il va puiser dans l'inconscient collectif de l'humanité. Donc on parle à un super alien. Donc en fait, c'est pauvre de rentrer en monologue, en fait, avec cette chose. Parce que il vaut mieux être en dialogue. Parce que c'est triste de pas danser avec, en fait. C'est-à-dire que... Et donc il faut être capable, pendant la génération, de tirer le fil d'une intention qui n'était pas l'intention originale. Et souvent, c'est comme ça qu'on arrive au meilleur résultat. Puis après, il y a la curation, et là, il faut des gens qui ont du goût, de la sensibilité, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que, pour revenir, je fais loop, mais la machine nous pousse dans nos retranchements, c'est-à-dire de nous poser vraiment la question de qu'est-ce qu'on peut encore apporter? What can we bring on the table? Tu vois, qu'est-ce qu'on peut encore apporter aujourd'hui ou demain? Et donc, ce sont des qualités humaines. Voilà. Et donc, ça nous pousse dans notre humanité. Et c'est incroyable de vivre ce moment où, parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce qu'on n'a rien d'autre, en fait. Et donc, moi, je trouve que c'est une période qui est passionnante pour ça. Et le grand combat, un des grands combats de l'époque, quand même, c'est d'arriver, et là, j'espère que les gouvernements le comprennent, mais d'arriver à construire une société autour de la AI, parce qu'on est obligé maintenant. Mais ne serait-ce que pour la compétitivité d'une nation versus une autre nation. On est obligé de rentrer dans la AI. D'ailleurs, c'est fou, les régulations en Europe, là où la Chine et les US avancent. Et on est obligé. Et en même temps, il faut le faire vraiment en conscience, parce que sinon, c'est un suicide collectif. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec l'obsession d'abord d'une forme de contrôle quand même de l'AI, si c'est possible encore, je sais même pas. D'où la régulation. C'est quand même, on s'en plaint un peu, et à la fois... Ouais. Je veux dire, si tu pousses à l'extrême, les Chinois seront, tu peux te dire, seront toujours meilleurs que nous, puisqu'ils ont des caméras partout, ils suivent tout le monde tout le temps, ils reconnaissent tous leurs habitants, ils savent exactement qui a fait quoi, etc. Donc à un moment, en fait, le contrôle d'Internet, de l'image, de ce qui se passe sur Google, pour eux, c'est done, et pour nous, c'est même pas tout, not even close, on s'est même pas rapproché d'un... Ouais. Donc après, c'est toute la question abyssale de tout ça, les armes. C'est compliqué. Ouais. Mais en tout cas, on peut à notre petit niveau, je pense, chaque boîte, si on vient à notre industrie, chaque agence peut à son petit niveau se dire, je vais avoir une utilisation de l'AI en conscience, c'est-à-dire je vais l'utiliser pour amplifier en fait des qualités humaines et amplifier mes créatifs, mais pas que les créatifs. Quand je dis créatif, je dis pas créatif en tant que profession. J'ai vu des financiers plus créatifs que des Chief Creative Officer. Je suis pas du tout impressionné par les titres, je regarde vraiment la nature des gens. Et on peut avoir les plus grands titres et être pas du tout créatif, je l'ai vu, et inversement. Mais donc les personnalités créatives, en fait, c'est-à-dire il faut utiliser la AI pour nous amplifier, en fait, pour amplifier ça, et pas se soumettre à ça. Nous, on a un petit peu comme je dirais comme inspiration Jimi Hendrix. Et donc dans toutes mes presses sur Imagination, il y a Jimi Hendrix, parce que la technologie, en fait, rentre dans la vie des hommes régulièrement, des humains, et bouleverse la vie des humains. Mais en fait, elle prend son essor que quand les humains la détournent, en fait, systématiquement. Quand on regarde l'histoire, et quand ils la maîtrisent, en fait, quand ils sont plus impressionnés, en fait.
Et ce qui était intéressant quand on regarde la guitare électrique, c'est de voir qu'elle a décollé. Egarty, tu connais John Egarty dans notre profession? On a parlé un jour dans un texte et j'ai adoré ce qu'il a dit. Mais en fait, la guitare électrique a décollé quand Jimi Hendrix a commencé finalement à ne pas respecter la guitare électrique. En fait, le vrai décollage de la guitare électrique et de cette forme de rock, c'est quand il l'a brûlé, quand il a joué avec ses dents, quand il l'a cassé. Et en fait, quand il a vraiment dominé la technologie, quand il a mis l'humain au-dessus. Prince, le chanteur Prince en a parlé aussi. Quand il parlait de l'ordinateur, il disait attention, c'est extraordinaire, c'est passionnant, mais il faut toujours quand même la dominer, toujours dominer la machine. Et il faut toujours garder le contrôle dessus, quoi. Et il y a vraiment quand même aujourd'hui cette grande bataille. Hein. Machine humain, elle est lancée, ça y est, elle est. Alors nous, notre génération, on pense à Terminator, bien sûr, on est encore empreint de tout ce qu'il y avait derrière Terminator, mais. La question qu'on peut se poser, c'est qui va gagner? La réponse, je sais pas, j'ai une vague idée quand même. Tu vois, à un moment, tu te dis bon. Non, ce qui est intéressant après, c'est voir jusqu'où va la machine et où est-ce qu'elle nous emmène. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois certaines choses où tu peux te dire bon, tout va disparaître, tu peux t'y inquiéter, limite toi en tant que créa ou agence créa, moi en tant que podcasteur, mais à la fin, tu te dis moi je préfère voir le Real Madrid contre le PSG plutôt que deux équipes de FIFA qui jouent l'une contre l'autre, tu vois. Ouais. Et donc il y a toujours une partie d'humain qui reste importante pour tout le monde. Décidément, aujourd'hui, on veut casser le studio. Là, c'est toi, c'est chacun son tour, je te balance. Et tu te dis, il y a quand même de l'espoir sur cette créativité, sur cette envie de garder des relations humaines, franches, directes. Et voilà. Et à la fois, il y en a d'autres où tu entends Notebook LM, on entend parler l'autre jour, l'IA de Google, quand tu lui soumets un énorme texte et que tu lui dis fais-moi des commentaires, il va te faire une conversation qui a l'air vraiment très très humaine entre deux personnes qui rigolent, qui est chaleureuse, bon, et qui fait le job, tu vois. Donc c'est tellement plein de questions. Vous le poussez jusqu'où? Raconte-moi Imagination, qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est assez intéressant. Vous avez Fred et Farid, FF maintenant on dit, je sais pas si Fred et Farid ou FF, voilà, et cette boîte qui bosse aussi pour des grands réseaux, WP, j'ai cru lire, donc qui sont des réseaux concurrents. C'est quoi le délire? Le délire, c'est en fait, alors très honnêtement, ce qui s'est passé. Hein, parce que l'exercice de ce podcast m'intéresse aussi. Moi, je fais un peu une façon d'être sur pause, un peu de regarder. On n'a pas souvent l'occasion, donc c'est vrai. Donc c'est génial de pouvoir faire ça. Merci, en fait, déjà merci pour l'invitation à tous les deux. Moi j'ai de la chance, je mets sur pause assez souvent avec mes invités, tu vois. Ça me permet d'être moins dans tous les sens, tu vois. Et je t'ai dit, pour que ce soit bien, il faut que je sois vraiment, il faut que je dise exactement en transparence voilà ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Là, très honnêtement, quand l'AI est arrivée, moi j'étais pas content du tout. Enfin, j'étais en Californie, j'habitais en Californie, donc en Californie on est exposé, comme tu le sais, t'en reviens. On est exposé à la tech beaucoup plus rapidement, beaucoup plus tôt et beaucoup plus fortement qu'ailleurs. Hein. Et donc, quand GPT est arrivé... Pardon, excuse-moi, tu poses là, mais c'est visible. C'est-à-dire que là-bas, le Cybertruck, t'en as partout. Et surtout, le Cybertruck, on s'en fout. C'est les Waymo, par exemple, des voitures. On s'en rend pas bien compte. Hein. C'est-à-dire que pour nous, tu dis, c'est rigolo. Tu vas à San Francisco, à Los Angeles aussi, des voitures sans conducteur, t'en vois 15, 20, 30 à l'heure, en fait, tout le temps. À San Francisco, t'en vois partout, tout le temps, toutes les 2 minutes, à chaque coin de rue, quoi. Donc, ça fait peur, c'est bizarre. Enfin, une fois que t'es dedans, nous, tu le prends une fois, mais tu t'habitues très vite, en fait. Limite, il y en a qui disent, je suis content, j'ai plus à parler au conducteur. Ça fait un peu peur. Mais donc voilà, c'est pas que, on t'en envoie des choses tout le temps en Californie, t'en prends dans la gueule, mais tu le vois, c'est visible. C'est hallucinant. Ça remonte vraiment, et c'est fascinant. On pourrait faire un podcast tout entier sur la Californie, l'influence de la Californie sur le monde. C'est même indécent. C'est une situation de monopole sur nos têtes, sur ce qui se passe dans notre tête. C'est tant au niveau entre la tech de San Francisco et la culture à Los Angeles, c'est hallucinant. L'influence de cet État
sur le reste du monde. C'est complètement... c'est indécent. Quand tu dis, je parlais à ma fille, et je lui dis, ouais, bon, bah là, aujourd'hui, on va à Santa Monica, là, je suis à Beverly Hills, au Sofitel, et puis après, on va je sais pas où, et puis... Il me dit, mais j'ai l'impression d'être dans mes séries. Enfin, tu vois, même là-dessus, des 10-12 ans, en fait, tous les quartiers sont connus. C'est hallucinant. Hallucinant. Ouais, c'est vraiment... Puis il sculpte vraiment la mémoire collective. Hein. Tout part de Los Angeles. Hein. Enfin, ou est amplifié par Los Angeles. Donc tu te prends un train dans la gueule, tu prends ChatGPT, quoi, décembre 2022. Ouais, ça venait de sortir. Et donc, janvier 2023. C'est déjà entre copains. Et j'essaye. Et mon premier prompt, c'était un dialogue entre une Porsche 911. Porsche 911, ouais. Et une Tesla, une nouvelle Tesla. Et j'ai espéré que ce soit pas bien. Et c'était super. Et j'étais choqué. J'étais vraiment... et vraiment, c'est tombé comme une lame de guillotine. C'est vraiment... ma tête est tombée. Et je me suis dit, mais... Ok, c'est terminé, game over. On est fini. Les créatifs. Et c'était très surprenant parce que moi parce que je me suis toujours intéressé à la prospective, aux tendances. Quand j'ai commencé chez BETC, c'était mon job au planning de faire la prospective et les tendances. J'ai toujours adoré demain en fait. Toujours été plus intéressé par demain que par hier. Même si hier m'intéresse quand même, mais toujours plus par demain. Et donc, et moi j'avais lu beaucoup sur la AI. Et en fait, on pensait, l'idée reçue, c'est que la AI allait attaquer toutes les professions un peu logiques. Tout ce qui était logique avant la création. Finalement, c'est comme un château fort, que la dernière citadelle, ce serait la création. Oui, les chiffres plutôt que les lettres. Ouais. On avait un peu ça en tête. Hein. Ouais. Et que la création était safe parce que la création, c'est encore de l'intuition, c'est encore cette capacité à mettre sur pause à un moment, que c'est illogique, qu'on pourra pas process. C'est vrai, je l'ai pas vu comme ça, mais le LLM, on l'avait pas pu venir comme ça. Hein. Ouais. On pourra pas process serendipity, tu vois, l'accident heureux, tout ça, ça prendra du temps. En fait, on peut. Et en fait, ce qui a choqué tout le monde, c'est que la AI a quasiment d'abord attaqué la création. Enfin, je veux dire, dans ce qui était visible pour les gens sur les social media. Je parle pas des vrais mecs qui bossent vraiment sur la AI. Moi, j'en fais pas partie. Je suis vraiment très humblement. J'utilise des choses en open source pour faire des choses, mais artistiques, voilà, pour les marques. Mais c'est un tout petit domaine très 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 en aval. Mais en fait, on avait quand même dans cette idée reçue que finalement la création était assez safe. En fait, pas du tout. Et donc quand ça s'est tombé, moi j'étais choqué. J'ai appelé mon copain Tony Kaye, tu sais, le réalisateur de American History X, que j'adore et qui est à Los Angeles aussi. Et j'en ai parlé. Et je lui ai dit, je n'avais jamais entendu la notion d'AI artiste, mais je lui ai dit, ce serait marrant. J'ai dit, tu sais quoi, ce serait marrant que tu deviennes AI artiste. Il m'a envoyé chier, puis il m'a dit, moi j'aime la matière, le truc, etc. Et puis après, je lui ai envoyé, dans la foulée, on a raccroché, et je lui ai envoyé l'engueulade entre lui et les studios sur le montage d'American History X. Il y a une engueulade légendaire entre lui et les studios, qu'il a blacklisté pendant un moment, malheureusement. Talent immense, mais il a été un peu trop loin, je crois, contre les studios. Et donc, j'ai envoyé un dialogue fictif, hein, mais en fait, qui était, et je lui ai envoyé, il m'a dit, mais c'est quoi ça? Et je lui ai dit, c'est GPT. Voilà. And it's a game over for us, as creative. Parce que c'était vraiment accurate, quoi. C'était vraiment incroyable. Très précis, et voilà. Et en fait, moi, j'étais, en fait, pour être honnête, parce que j'aime pas, il y a tellement de gens qui friment sur la AI, qui en parlent tout le temps, et qui machin, etc. Moi, je suis juste un créatif qui était choqué, qui était KO debout, en fait, hein, vraiment, UFC, KO debout. Et déprimé presque. Je me suis dit, mais toute ma vie, ça a été de travailler à valoriser la création, faire valoriser la création, vendre la création, valoriser les créatifs. Et tout ça s'est effondré d'un coup. Et c'était un choc, vraiment. Hein. Et en fait, j'ai hyper mal réagi. Et je me suis dit, donc voilà, à quoi bon, quoi. Je suis rentré dans l'aquaboniste de Serge Gainsbourg. Et puis, donc j'ai eu, tu vois, mes quelques semaines d'aquaboniste. Et après, je suis allé en Chine, parce que régulièrement, je vais en Chine, et j'ai toujours mon associé là-bas, chinois, que j'adore, qui est Rong Fang, qui s'appelle. Et les Chinois ont un rapport tellement différent à la technologie, c'est-à-dire que eux, ils vont embrace tout de suite. C'est-à-dire que c'est juste deux façons d'appréhender le monde. Nous, on va se poser beaucoup de questions, y aller peut-être, etc. Puis quand on y va très fort et tout ça. Eux vont tout de suite essayer et voir en quoi ça peut devenir un business et tout. Ils vont avoir
très, très, très différente, même pas que la tech, hein, par rapport à toute nouveauté, en fait. Ils vont tout de suite l'épouser, tout de suite voir ce qu'ils peuvent en faire, et voir en ressortir tout de suite, mais ils vont passer par l'expérience, voilà. Et donc, j'arrive dans l'agence et j'étais agréablement surpris. Enfin, ils avaient organisé une exposition d'art qui s'appelait AI Imagination, avec 100 AI artistes. Et donc, au lieu de réagir comme moi, de façon déprimée, vilain canard, et je me suis pris la super mentalité chinoise que j'adore. Et ils avaient déjà organisé une expo dans l'agence, et en bas de l'agence, il y avait une galerie d'art. Et donc, et déjà, le nom, j'ai adoré, donc je demande à Feng, c'est nous, il me dit, ouais, je dis, bon, ok, on va partir sur ce nom. Et j'ai déposé le website, tout ça, et ensuite, j'ai été fasciné par les images, et en même temps, je pouvais voir vraiment les limites dès qu'un AI artiste mettait un logo. Parce qu'en fait, la pub, ça prend quand même 10 ans, quoi. Moi, quand quelqu'un rentre en agence, il peut avoir autant de talent qu'il veut, mais pour comprendre ce qu'est une idée publicitaire, ça prend 10 ans. Vraiment, on n'arrive pas trop à l'expliquer, mais au début, nous, c'est ce qu'on dit vraiment aux jeunes, on leur dit ça va prendre 10 ans de toute façon pour juste comprendre ce qu'est une idée, en fait. Et ça prend 10 ans en agence, tu vois. Et donc, je voyais les logos des marques, et c'était complètement à côté de la plaque. C'était un hélicoptère Louis Vuitton, ce que Louis Vuitton fera jamais, c'est l'inverse de leur message. Ils sont sur le craft et l'excellence, et surtout pas sur le bling, et ils sont sur la culture, le craft, l'excellence, et pas le bling, par exemple. Et donc, on voyait un hélico Louis Vuitton, ça a aucun sens, c'est un contresens même. Et donc, je me disais, d'un côté, il y avait des AI artistes comme ça, super talentueux, mais qui comprenaient rien en marque. Et de l'autre côté, des créatifs super talentueux en pub, mais qui avaient peur, comme moi, hein, tout simplement, hein, comme moi, peur du danger que ça représentait, peur de sortir de leur zone de confort, etc. Et donc, naturellement, 1 + 1 = 2, je me suis dit, il faut qu'on crée une culture qui rassemble ces deux mondes un petit peu. Et d'où est né, c'est comme ça qu'est né l'Imagination, en fait, voilà. C'était en Chine, en fait, c'est né en Chine. Et je me suis rendu compte assez rapidement que ça prendrait beaucoup trop de temps de transformer des AI artistes en publicitaires, en fait. À travailler avec quelques personnes. Encore une fois, il faut 10 ans, quoi. C'est trop long. Et 10 ans en agence, vraiment, pour piger ce que c'est. Alors parfois, on voit des jeunes sortir des super trucs, mais parce qu'il y a un super DC, en fait, qui va pointer une perle au milieu de 100 trucs qui veulent rien dire, en fait. Et c'est toujours le DC, le directeur de création, qui est à l'œil, quoi, vraiment, qui va savoir. C'est très important, quoi. C'est le job le plus important. Et donc, je me suis rendu compte que ça pouvait pas se faire dans ce sens-là. Par contre, dans l'autre sens, ça peut se faire. Transformer des bons créatifs, art director, copywriter, en prompteur, ouais. Et de façon surprenante, je pensais que les AD allaient plonger dessus. Et en fait... Les directeurs artistiques, ouais. Ouais, mais en fait, les rédacs... en fait, ça a été une espèce de relief pour les rédacteurs, parce qu'en fait, les rédacteurs maîtrisent les mots, donc le prompt, mieux, a priori, avec plus de subtilité dans le vocabulaire, plus sophistication dans le vocabulaire, et donc arrivent à des choses étonnantes, en fait. Et ça a libéré vraiment les rédacteurs, en fait. Ça veut dire que les rédacteurs peuvent peut-être à un moment se passer de directeur artistique et pas forcément l'inverse ? Ouais, pourquoi pas, ouais, parce que vraiment, la nouvelle donne, mais c'est passionnant, parce que, en fait, les images, quand on revient à la genèse des images, premières images, c'est quoi ? C'est Lascaux, je crois, hein. C'est vraiment... sur les cavernes, c'est avec de la terre rouge, des silhouettes d'animaux, on pense que c'est avant de les chasser. Comme ça, ils capturaient leur esprit avant de les capturer. J'ai entendu ça, bon, on ne sait pas, hein, c'était à l'époque. Mais en tout cas, il y avait très probablement une dimension un peu magique. Parce qu'après, il y avait toutes les sculptures aussi. Au départ, l'image, elle avait une dimension un petit peu magique. Et qu'elle a, en fait. Hein. Et finalement, les faiseurs d'images, c'était un peu des magiciens. Hein, c'était depuis le début de l'humanité. Et même plus tard, même les De Vinci et autres, c'est les maîtres, maîtriser des choses, des langages, coder, cacher, maîtriser des mathématiques sacrées, le nombre d'or, des choses comme ça, 1,618 en proportion. Et tout. Et en fait, finalement, c'était des magiciens. Hein. Mais c'était une toute petite proportion de l'humanité. C'était 10%, 5% de l'humanité, 10% de l'humanité, finalement. Après, il y a eu les architectes aussi. Pareil, c'est des magiciens, quoi. Les architectes, quand on voit les vestiges extraordinaires tout autour de la Terre, c'était des magiciens, quoi. Et donc, on avait
je sais pas, c'est dur de mettre un chiffre, mais en tout cas une toute petite partie de la population qui crée les images pour le reste de l'humanité. Parce qu'après, on a eu le XXe siècle, on a eu Andy Warhol, on a eu les Mad Men, on a eu Hollywood, on a eu les jeux vidéo, on a eu tout ça, mais ça reste quand même peut-être 20% de la population qui fait des images. La mode, on a eu toute la mode, l'explosion de la mode, qui aujourd'hui est très artistique. Mais en fait, c'est... je sais pas, c'est dur de mettre un chiffre, j'ai peur de dire une connerie, mais j'ai l'impression que c'est 1/5 des gens qui créent pour l'ensemble pour les autres 4/5 en fait. Et c'est un privilège en fait, quelque part, d'appartenir à cette caste dont les publicitaires font partie. Hein. C'est un privilège d'appartenir à cette espèce de caste de fabricants d'images pour le reste des gens en fait. Hein. Et il y a une arrogance à ça quelque part. On va dessiner le monde autour de nous, les designers, tout ça, on va dessiner. Il y a une arrogance, il y a une fierté, une arrogance. Sauf que ça, c'est l'ancien monde. Et c'est ça qu'il faut pour revenir. C'est une loupe, mais pour revenir au rédacteur, c'est terminé. C'est-à-dire maintenant, un banquier de la City peut fabriquer des images. Et on peut imaginer des images super et des films super. Et on peut imaginer que la mère de famille qui emmène, ou le père de famille qui emmène qui va voir son gamin à l'école à la fin de l'année, les parents arrivent, et sur les murs, c'est pas des dessins comme à notre époque, c'est le prof qui press play, et là il y a les films qu'ils ont fait, mais avant même de savoir écrire, puisqu'ils parleront simplement, parce qu'assez naturellement là on écrit et puis on frime parce qu'on connaît les flags, les modifiers, les trucs comme ça, mais en fait tout ça va simplifier à un moment donné. Une boîte type Apple qui est très dans la simplification va rentrer, et puis il n'y aura pas besoin de connaître tous les flags, les modifiers en fin de prompt qu'on se partage aujourd'hui comme des secrets. Mais tout ça, ça va disparaître. Ça va être un dialogue avec la machine et tu feras ce que tu veux, absolument ce que tu veux. C'est toutes les questions que j'avais avec Alexandre Jardin cet été dans un épisode que je te recommande. En fait, je lui pose plusieurs fois la question. Même moi, si j'adore l'écriture et la lecture, c'est quelque chose qui me fascine et encore plus au travers de mes enfants, parce que quand tu vois Jules, mon petit dernier, là, qui est vraiment dans cette phase où il commence à lire vraiment des livres entiers et tout, quand tu le vois découvrir le monde à travers tout ça, c'est magique. Ouais. Cela dit, tu vois, je disais à Alexandre, mais bon, à la fois, dans la provoque un peu, hein, mais on s'en fout, en fait. Finalement, il y a YouTube, c'est pareil, tu vois. Alors, il dit non, et j'ai trouvé ça super intéressant. Il te dit, en fait, plus tu connais de vocabulaire, plus tu peux te projeter, plus ton esprit... c'est vraiment une forme d'intelligence, en fait, d'être capable de dire la même chose sous différents mots, avec des petites variations, etc. Et donc, il soulignait l'importance des mots. Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, sur Louis Vuitton, et tu dis c'était l'opposé de ce qu'est Louis Vuitton, et c'est pas possible. Ouais. Si je prends précisément cette marque, et précisément des univers de créativité... quand je prends ce qu'a fait finalement Bernard Arnault avec Pharrell sur le Pont Neuf, qui a quand même marqué c'est un mastodonte ce qui a été créé, ce défilé là-bas. Tu vois, aujourd'hui chez les petits, t'as dans des marques avec marqué Pont Neuf dessus, tu vois, avec un chapeau. Enfin, ils ont vraiment créé un truc. T'es quand même dans un univers de rappeurs avec, je sais plus, il y avait pas Kanye, je pense qu'il était déjà en disgrâce, mais il y avait un certain nombre de putain, tu reprends ça, Vuitton, il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a même 20 ans, en fait. Et d'ailleurs, il y a eu même des périodes, alors c'était peut-être plus chez Dior, le porno chic et des choses comme ça, mais de subversion, Est-ce que finalement, il n'y aura pas une prime à la prochaine grande maison de luxe qui sera dirigée artistiquement par une IA et qui fera justement un fucking hélicoptère Vuitton et qui sera totalement transgressif? Est-ce que c'est pas une option, tu crois? Alors, en tout cas, sur Vuitton même, il y a une cohérence, je dirais, parce que le hip-hop est le plus grand courant artistique du monde aujourd'hui. Au-delà d'être une musique qui vient des États-Unis, c'est le courant artistique le plus influent dans le monde, le plus puissant dans le monde, et qui a des retentissements, un écho sur absolument tout, quoi. Pas que la musique, c'est-à-dire sur l'esthétique globalement, sur les vêtements, sur la façon d'interagir, sur le langage, et le hip-hop parce qu'il est arrivé, c'est un courant artistique qui est arrivé à un moment où la technologie pouvait amplifier comme jamais, quoi, en fait. On peut du temps du cubisme par exemple, il n'y avait pas cette amplification. Avec tous les médias qu'on a aujourd'hui, les social médias, la technologie, etc. Donc en fait, c'est un courant artistique qui est arrivé concomitant avec
l'avènement d'une technologie massive qui permettait de diffuser des messages dans le monde entier à tout le monde et à travers les mobiles et autres. Et donc c'est le plus grand courant artistique du monde. Donc finalement, Pharrell, c'est assez cohérent avec la fondation Louis Vuitton, le rapprochement entre le luxe et l'art. Et donc je trouve que c'est assez cohérent. Et aussi, c'est doublement cohérent. C'est cohérent d'un point de vue artistique et c'est cohérent d'un point de vue culturel. Au sens américain, on dit it's culture. Culture. La culture, au sens américain, c'est pas les musées forcément. Ça inclut les musées, hein, mais c'est pas les musées. C'est une notion plus européenne, on va dire. Culture, pour nous, c'est les livres, les musées. Culture, au sens américain, c'est ce qui se passe dans la société, ce qui influence la société, ce qui sculpte la société. Et donc une maison comme Vuitton, je la trouve doublement cohérente sur Pharrell. Elle est cohérente d'un point de vue culture et d'un point de vue art, en fait. Et c'est un choix très courageux et le choix lui-même est une création, quoi. Moi, j'ai eu la chance en plus de fréquenter Pharrell Williams dans le cadre d'un travail avec Louis XIII, parce que je m'occupe de la marque Louis XIII, et on a fait une activation avec lui. On a fait un morceau qui sera libéré que dans 100 ans. Donc j'ai même été en enregistrement avec lui. J'adore. Et c'est incroyable parce que, enfin, en plus la personne lui-même amène une élévation parce qu'il est spirituel. Donc c'est pas un matérialiste, c'est quelqu'un de spirituel. Quand il parle à quelqu'un, on le voit, ça se voit tout de suite. En plus, certaines stars sont absolument imbuvables, et lui, il est supérieur, je dirais, spirituellement. C'est-à-dire que quand il te parle, il y a quelque chose vraiment d'hyper respectueux, il est elevated, toi. Il est vraiment, tu le sens. Il suffit de le rencontrer. S'il pouvait venir un jour ici, il élève toute la pièce, quoi, tu vois. Et donc en plus, il amène une dimension spirituelle, je trouve, qui est vraiment contemporaine, intéressante. C'est une vraie question aujourd'hui, la spiritualité. Hein. À plein niveau. Donc en fait, c'est vraiment génial, quoi. Je trouve qu'il l'ait invité et qu'il soit venu et que ça se passe bien en plus, et que ça fonctionne, quoi. C'est incroyable. Donc pour toi, c'est plus dans le sens de l'histoire que l'hélicoptère qui n'arrivera jamais. Ouais, parce que après il y aura toujours une. En fait, là, on va pouvoir, deux façons. On pourra peut-être. Je suis pas sûr qu'on y arrive même légalement à réguler la AI. Je suis pas sûr. Parce qu'il y a trop de compétition entre la Chine et les US, deux nations militaires, etc. Donc, mais il va y avoir une régulation possible, c'est la cancel culture. Et pourtant, je suis pas un fan de la cancel culture. Je pense que c'est vraiment excessif. Précisons la cancel culture, hein, mais en gros... D'effacer une personnalité, voilà, ou d'effacer une marque qui s'est mal comportée, etc. Et je suis pas un fan parce qu'il y a un côté un peu inquisition, tu vois, parfois tribunal social. Ouais. Pour l'effacer, déjà, c'est souvent, ça commence par on appelle un unfollow massif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux et puis t'as dit un truc qui plaît pas et puis t'as des courants de gens qui vont dire il faut unfollow Fred Raillard ou Mathieu Stéphanie parce qu'il a invité Fred Raillard qui est un sale con, donc du coup il faut plus le suivre voilà. Et donc mais c'est d'un point de vue il y a des excès à la cancel culture, mais il y a aussi des qualités. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des vraies qualités, c'est-à-dire que du coup, les humains, les consommateurs peuvent s'exprimer, quoi, presque voter, en fait, sans vote organisé, en fait. Et donc, une marque qui serait trop excessive à rentrer dans la AI à un point vraiment choquant, tu vois, où l'entreprise déciderait de licencier 80% de son personnel et déciderait de tout faire avec la AI et de supprimer les créateurs et de les remplacer par la machine, à mon avis, il y aura une mauvaise réaction des gens. Tu vois, je pense que si une marque s'aventure dans cette zone, il y aura une mauvaise réaction. Les gens n'achèteront plus, tout simplement. Donc, en fait, ça crée quand même une protection, je trouve, qui est positive. Et c'est un pouvoir, en fait. C'est un pouvoir que les humains ont de pouvoir empêcher une entreprise d'être trop radicale sur la AI. Donc, ça peut faire un contre-pouvoir intéressant. Moi, je crois à ça. Je pense que finalement, la AI va être... on s'est dit au début que ça allait être un sujet un petit peu, comment dire, légal sur les droits à l'image. Et c'est vrai qu'il y a ça. Et c'est très important de comprendre ça. Et d'ailleurs, on est hyper respectueux, nous,
côté Fred et Farid de tous les artistes toujours, et très 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 bonne relation avec les CIA, tous les agents, etc. Et c'est très important de respecter les IP en fait. Hein. C'est très important de ne pas être, d'être en conscience là-dessus. Hein. C'est-à-dire que nous, par exemple, quand on prompte, on a notre service légal qui vérifie tous les prompts pour être sûr qu'il n'y a pas d'IP, qu'on n'a pas cité un artiste, par exemple, dans le prompt. Donc, tu prends des photos. Ouais, tu m'as donné en parlant d'artistes envie de prendre des photos en même temps, mais donc il va y avoir un contre-pouvoir, et je pense que les sujets vont être, on va basculer, mais je pense que on va passer d'un truc où le légal sur le droit à l'image était extrêmement important à un truc où c'est plutôt l'éthique. En fait, je m'explique, c'est-à-dire qu'une image aujourd'hui, enfin, il y a 1 million de sources, il y a des millions de sources pour une image, et donc la paternité ou la maternité d'une image, elle est de plus en plus, si le prompt est clean, c'est-à-dire si dans le prompt il n'y a pas le nom d'un artiste, finalement il n'y a plus vraiment de paternité à l'image, ou maternité à l'image, parce qu'en fait, sur mon visage, le grain de beauté va être pris sur une vieille photo de Marilyn, mais c'est tout. Le reste du visage va être pris sur d'autres choses, et donc et les AI travaillent dans ce sens-là aussi, de multiplier les sources, etc., pour éviter ce genre de problème. Et donc, le vrai sujet va être plus un sujet éthique. C'est-à-dire, c'est pas can I do it in AI, parce que yes you can, yes you can do everything in AI. Le sujet va être plus should I do it in AI. Tu vois, est-ce que vraiment c'est justifié de le faire en AI, et comment on utilise l'AI, tu vois, dans quel avec conscience ou pas, de façon radicale ou pas. Et ça, c'est des vrais sujets assez subtils que nous, on a mis au cœur de AI Imagination, parce qu'on en est hyper conscient de ces sujets. Et donc, il faut l'utiliser quand c'est justifié. Si demain, une marque de sport qui est dans la promotion des valeurs de transcendance à travers l'effort et commence à faire tous ces humains en AI, il y a quelque chose qui paraît pas juste, en fait. Hein. Authentique. Ouais. Pas authentique, et qui paraît en contradiction avec les valeurs même de la marque. Et donc ça paraît pas justifié. Par contre, si c'est pour faire un match de foot sur Mars avec des humains et des aliens, oui, là on peut le faire en AI parce qu'effectivement c'est justifié. Et c'est vrai qu'il faut regarder au cas par cas, en fait. C'est-à-dire que non, quand tu penses, tu prends finalement pendant un moment, on faisait de la peinture et puis on représentait le monde à travers quelque chose de virtuel. Après, on les a captés avec des films, d'abord argentiques puis numériques. Aujourd'hui, je sais pas, je veux dire une connerie, mais tu veux prendre une voiture sur Mars, t'aller en Tunisie dans un désert et puis tourner avec toute une équipe de tournage. Aujourd'hui, est-ce que ça fait sens de continuer à faire ça ou plutôt de le faire en AI ? Le débat se pose, tu vois, alors que les photos que je viens de prendre là, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est l'instantané, c'est la photo que tu prends de Fred Raillard à ce moment-là, quand on enregistre ce podcast, ce jour-là précisément, etc. Il y a des usages pour tout, en fait, quand tu y réfléchis, non ? Ouais, et puis il y a 2 points aussi. Il y a un point sur... donc, est-ce que c'est legit ou pas ? Ça, c'est une vraie question pour les marques. C'est légitime, et pour les groupes, c'est une vraie question. Et par exemple, un groupe comme LVMH, finalement, quand on regarde les marques, c'est des humains. Louis Vuitton, Christian Dior, c'est des gens. Et donc, finalement, c'est un groupe qui s'est fait sur des grands talents créatifs, des humains créatifs qui ont été optimisés, on va dire, hein, qui ont été... Et qui se sont faites, important aussi, je crois, dans cette discussion, sur... dans une certaine mesure, des métiers manuels qui n'ont pas forcément été optimisés par la machine, dans beaucoup de cas. Je veux dire... Hermès, typiquement, utilise des machines à coudre, oui, mais n'automatise pas tout, en fait. Ce que tu payes cher chez Hermès, c'est le manuel, c'est l'artisanat, c'est le côté très pur de tout ça. Humain, qui va être valorisé, hein, qui va être le human. Probablement. Vraiment. À chaque tendance, il y a une contre-tendance. Mais c'est intéressant de voir, par exemple, que dans le cadre d'LVMH, c'est un groupe qui s'est fait par des humains, par des grands fous, en fait, extraordinaires, et des grands créatifs. Et c'est un empire qui s'est monté sur des grands créatifs. Et donc, forcément, l'utilisation de l'AI doit être au service de ça. Il faut vraiment... Le respect de l'ADN de ce groupe, c'est oui à l'AI, mais au service de ça. Et non pas... il faut que ce soit en dessous, il faut que ce soit servant, il faut que ce soit... comme la guitare de Jimi Hendrix, vraiment, que ce soit un outil. Il faut le rabaisser au stade de l'outil. Je dirais même,
Moi, il y a une phrase que je voulais mettre sur une marque, je pourrais pas dire laquelle, mais disrespect technology. Il faut presque disrespect technology. Et en fait, on l'optimise quand on commence à ne pas la respecter. Et c'est important, c'est un peu provocateur comme phrase, mais disrespect technology, c'est vraiment important. Et sur ce que tu disais sur l'appareil photo, je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant. Parce que c'est un copain qui m'a raconté ça récemment, c'est quand la photographie a été inventée. Alors, il y avait les peintres, en fait, qui faisaient des dessins, etc., des peintures. Et quand la photo était inventée, on pensait que c'était pas de l'art parce que c'était la machine qui avait pris la photo. Donc, il n'y avait pas de valeur au photographe artistique. Il n'y avait pas de droit, en fait, parce que c'était pas un artiste. C'était la machine qui avait pris la photo. Et donc, il n'y avait pas cette idée. Aujourd'hui, c'est la lumière. Quand on fait un shoot, par exemple, en pub, aujourd'hui, si un assistant prend une photo, la photo appartient au photographe et non à l'assistant parce que c'est la lumière. C'est le motif et la lumière que possède le photographe et non pas l'action d'appuyer sur le bouton. Donc on a évolué par rapport à ce qui était ce qui est sur le droit à l'image, en fait, on a évolué. Et quand on regarde les prompteurs, et c'est passionnant en fait, parce que moi je pensais, quand on a commencé sur Imagineer, on a bossé 1 an en disant rien en fait, on a fait que bosser, on a essayé toutes les IA existantes, et puis on a en open source, et puis on a humblement produit des centaines de milliers d'images, littéralement. Hein, votre métier, c'était plutôt produire de l'image fixe, pas animée? On a fait les deux. On a fait une cinquantaine de vidéos très tôt, donc on a démarré. Et après, je voulais vraiment que la curation soit au cœur de notre mindset, et donc on est passé de centaines de milliers à 4000. J'ai éloigné tout le reste. Et d'une cinquantaine de vidéos à 20 vidéos. Voilà, et on a uploadé tout ça sur le website, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que, est-ce que c'est de l'art ? Oui, parce qu'en fait, moi, je pensais que ça allait niveler le talent des créatifs. En fait, pas du tout. Je dirais même l'inverse. Ça agit comme un révélateur des personnalités des créatifs. Vraiment, hein, entre les différents prompteurs de FF, donc j'ai utilisé pour Imagination, ça a révélé leur personnalité. Et donc moi-même, j'ai prompté, j'ai fait 10 000 images, ma personnalité ressortait à travers ces 10 000 images. Et c'est hallucinant à quel point. Donc on est dans une démarche, je trouve aussi artistique, parce que, en fait, à la question « Est-ce qu'un DJ est un musicien ?», on a déjà répondu. Collectivement, la société, oui, un DJ est un musicien. En fait, il utilise des morceaux existants, mais il recrée de la musique. C'est un méta-artiste au-dessus des artistes. Pas au-dessus en valeur, hein, mais qui utilise d'autres artistes et qui compose ses couleurs. Ce sont d'autres artistes, en fait. Mais oui, c'est un musicien. C'est-à-dire que... Et c'est un musicien, et oui, c'est un artiste. Et le prompting, c'est un petit peu ça, parce qu'on va composer à partir de choses déjà composées. Et donc on va fonctionner un petit peu comme un DJ, en fait. Et donc oui, c'est un artiste aussi, et on le voit bien. La notion d'AI artiste est sortie assez tôt, et aujourd'hui sont reconnus des AI artistes. On voit bien qu'il y a une patte, qu'il y a une façon de prompter, qu'il y a une façon de... Et donc c'est un art aussi, voilà. Très tôt, je crois, il y a 18 mois, moi j'ai reçu un des premiers AI artistes français, en l'occurrence Paul Mougineau, qui est en plus entrepreneur, mais qui a créé un artiste d'AI qui s'appelle Horace Vétier, et qui vend des œuvres à des plus grands collectionneurs mondiaux, quoi. Ah oui, oui. Ouais. Et super intéressant, il raconte ses rêves, et voilà, faut aller regarder ce qu'il fait. Oui. Je mettrai les liens, je te montrerai. Ouais. Ça veut dire quoi ? Vous faites quoi donc avec Imagination ? À un moment, tu peux dire, bon, t'as mis tes gars de chez Fred et Farid, tes gars, tes filles, et puis tu les avez fait prompter, puis vous avez fait une galerie. C'est quoi de plus ? Ouais, en fait, on a fait un peu un appartement témoin au départ de ce qu'on pouvait faire. Ok. Aussi parce que... Quels ont été vos coups d'éclat ou vos plus grandes surprises, je veux dire, à part faire des dessins et des photos et des alors on a d'abord on a fait un appartement témoin un petit peu de ce qu'on pouvait faire, parce que le point de départ, pour être honnête, on n'aimait pas, surtout les AD en fait, les directeurs artistiques n'aimaient pas le style AI. C'est-à-dire qu'il y avait un peu... Ouais, c'était toujours la même chose, ouais. Un peu, hein. Au début, il y avait un truc un peu dark. Un peu brillant, toujours, ouais. Presque un peu surréaliste. Ouais. Un peu dark et un peu sci-fi, tu sais. Et en fait, on n'aimait pas ça. Et en fait, c'est au moment où il y a eu la 5.2 de Midjourney. Midjourney, c'est l'IA au début, on avait ChatGPT et Midjourney, mais ChatGPT c'était pour le texte et Midjourney c'était pour l'AI. C'est toujours un peu le cas,
Ouais, c'est un peu le Napster aussi du truc, parce que c'est des radicaux. Dès le début, ils ont foncé. C'est un petit groupe et ils sont pas trop souciés de toutes les questions qu'il y avait autour. Ils ont foncé un peu comme Napster. Ils ont vraiment défriché. Hein. Et on n'aimait pas en fait le style AI en fait. Et donc on a eu du mal à faire entrer les grands AD parce que justement ils aimaient pas ça. Et en fait, au moment de la 5.2, il y a eu les tuners. Et on pouvait combiner les tuners. Je sais pas si t'as suivi ce passage-là. Maintenant, ça a évolué, mais et là, on arrivait du coup à un résultat artistique qui était vraiment intéressant. Beaucoup plus de contrôle sur l'outcome artistique, en fait. Et donc là, on a réussi vraiment à faire entrer des grands AD vraiment sur le sujet et à se passionner pour le sujet. Et donc, on a exploré vraiment... Donc, on a fait un appartement témoin, finalement. Les 4000 images qu'il y a sur le website d'AI Imagination, c'est un peu un appartement témoin. Où on voit du noir et blanc, de la couleur, du réalisme, du surréalisme, etc., en fait, de tout ce qu'on peut faire. Et même pour nous, ça nous permet d'explorer même des illustrations graphiques où on a l'impression que c'est du crayon, quoi, du crayon un peu énervé, même parfois, etc. Et donc, et après, on a commencé à rentrer... alors là, c'est sur un spec ad qu'on a fait. Spec ad, c'est une fausse pub qu'on a fait, qu'on a appelé Nike Better. Et exactement. Et là, il n'y a rien de vrai là-dedans. Il n'y a rien qui a été Tout est synthétique. Tout est synthétique. Et c'est intéressant parce que pour Nike, tu vois des enfants, je mettrai le lien, des dessins. Voilà, c'est un spec. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, pour l'instant, la AI se nourrit d'images, on va dire, traditionnelles. Mais la masse d'images synthétiques va petit à petit grossir, inflate comme un ballon. Et en fait, le synthétique va inspirer synthétique au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on va diluer. La masse d'images synthétiques va être plus importante que la masse d'images, on va dire, traditionnelles. Et donc, en fait, c'est tout simplement... C'est un studio qui travaille pour aussi bien des agences que des marques sur des assets internes ou externes. Donc on peut faire, donc on a travaillé pour des marques comme, on a travaillé un petit peu pour NSI, on a travaillé pour L'Oréal, on a travaillé sur des assets internes, je précise, sur des assets internes. Il y a beaucoup de choses finalement en interne aujourd'hui. Les assets internes, c'est quoi alors? Raconte-nous. Des manifestos en interne. C'est pas des pubs pour l'extérieur. Non, c'est pas pour l'extérieur, c'est des assets internes pour des manifestos, des storyboards qu'on anime en animatique, etc. On a travaillé aussi pour des assets externes, pour des campagnes qui sont sorties ou qui sont en train de sortir, notamment pour le groupe Pernod Ricard, etc. Donc mais on le fait toujours en conscience, c'est-à-dire qu'on le fait toujours. Si c'est un asset externe, d'abord on vérifie absolument tous les prompts pour être sûr qu'il n'y a pas d'IP qui soit utilisé dans les prompts, c'est essentiel. On donne d'ailleurs les prompts à l'annonceur. Et puis on vérifie que c'est bien legit, quoi, que c'est. Tu penses à qui quand tu vois ça? Oui, ça c'est un travail interne. Ok. Tu penses à qui toi quand tu vois ça, Clem? Non? Tu l'as pas la ref? Toi tu l'as? Non? Nikita, j'irais, non? Non, Uma Thurman, complètement. Ah oui, pas Reservoir Dogs, mais dans l'autre. Kill Bill? Pulp Fiction. Pulp Fiction. Non, j'y pense juste parce que je montre en fait, c'est là où tu dis il n'y a pas de référence ou de choses comme ça, mais quand pour moi, ça me saute aux yeux. Les yeux, la coupe. Parfois. Alors, mais c'est-à-dire que, en fait, c'est prouvable aujourd'hui que la AI pioche sur des millions de sources. C'est-à-dire que, et c'est ça le gros sujet qu'il y a aujourd'hui, d'ailleurs. Le gros sujet légal, c'est ça. C'est-à-dire que la AI pioche sur des millions de sources. Mais c'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai fait une série qu'on n'a pas pu uploader. Pour des raisons éthiques, je dirais, parce que c'est une série sur les Native American, Indian American, Native American. Donc, comme c'est un sujet sensible aux États-Unis, je voulais pas l'uploader. Par respect, en fait, pour le sujet et puis pour les Native Americans. Et donc je l'ai pas uploadé. Mais en fait, c'était passionnant de la faire parce que c'était des Native Americans seniors, donc entre 60 et 80 ans, seuls, avec une skyline de New York derrière. Donc dans New York, avec la skyline derrière. Et tout simplement. Et c'est assez artistique. Et c'est une série qu'on a faite, et avec un super créatif que j'adore, qui s'appelle Radouane. Et on a travaillé cette série ensemble. Et en fait, c'était impressionnant. C'est-à-dire que, je veux dire, ces visages n'existaient pas, parce que les visages sont faits de millions de sources. Donc les visages eux-mêmes
précisément qu'on avait face à nous n'existait pas. C'est un visage synthétique. Mais en fait, et c'est là où il y a un truc un peu très profond dans l'AI, c'est comme l'AI va chercher dans tout l'Internet, toutes les images, etc., pour composer, il y avait quelque chose de plus vrai que vrai. Vraiment, c'est-à-dire que c'était les regards étaient intimidants au point où j'ai fermé le laptop. C'est-à-dire que j'avais du mal à soutenir les regards, en fait, vraiment. Hein. Et il y avait une présence, une puissance, tu sais, c'est comme l'acting. Tu sais, je sais pas si tu as fait un peu d'acteur studio, moi j'en ai fait. C'est des moments faux, recréés, des faux dialogues. Donc on est dans une fiction. Mais l'obsession de l'acteur studio, c'est d'aller chercher un moment de vérité dans la fiction. Donc finalement, un moment de vérité dans le mensonge. Et ce moment de vérité peut être plus vrai qu'un moment de vérité. D'où les larmes ou ce que ça te crée, les émotions que ça te crée quand tu étais dans un film au cinéma. Quoi. Voilà, et d'où les grands artistes de cet art de l'acting, comme Nicole Kidman, que j'ai eu la chance qui est vraiment une Picasso de cet art, arrive à un tel moment de vérité que c'est bouleversant, quoi. C'est-à-dire ça touche les nerfs et l'âme, quoi. Et c'est intéressant et c'est analogique. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Pardon, mais te dire que, enfin, j'ai pas encore vécu ce moment-là avec quelque chose créé par de l'IA. Sur du texte, j'ai touché des choses un peu étonnante, mais sur de l'image, ce que tu dis, refermer le laptop, ou tu vois, on parle de Mona Lisa, on parle de certaines œuvres comme ça où tu dis c'est troublant. Je l'ai pas encore vécu avec une image ou juste pour comprendre, tout ça, tu le génères toi, sur ces choses-là, c'est du Midjourney toujours? Ouais, c'est tous les outils en open source. Mais il y en a que tu préfères en ce moment? Moi, personnellement, mais après ça dépend des prompteurs. C'est un peu comme. Non, mais toi, là j'ai besoin de. Moi, Midjourney, j'aime beaucoup. Ok, Midjourney, c'est toujours sur. Tu peux le faire en direct sur le site ou c'est toujours en passant par pas Discord, c'était sur. Moi, je continue à passer sur Discord. Sur Discord, c'est un enfer. Mais moi, je continue parce que voilà, tu dois attendre et ça. Je suis vintage en fait. Et ça reste toujours. Tu dois attendre que ça passe dans le field avec plein d'autres personnes. Non, parce que j'ai mon compte perso, donc en fait, il y a que moi dedans que je paye, ouais. Ça coûte combien? Je sais plus, je l'ai fait au début, donc je sais, c'est très raisonnable, c'est comme un abonnement. $30 par mois. Je sais même plus. Oui, c'est ça, un truc comme ça, peut-être $40 par mois, un truc comme ça. Okay. Et est-ce que je sais plus, on a pris des abonnements pour tout le monde. Tu peux uploader des vidéos et lui demander ou des photos et lui demander de les améliorer, ou c'est vraiment plus de la création pure en partant de rien? Moi, je fais après, c'est chacun l'utilise comme il veut. Hein. C'est comme un instrument, hein. C'est-à-dire que chacun l'utilise comme il veut. Moi, je pars de zéro toujours. Non, mais les dernières fois où j'ai demandé, par exemple, là, je voudrais faire, je sais pas moi, sur cet épisode, prendre les photos que j'ai fait avec le Leica là, et tu peux donner des images en référence. Tu crées une tablature, tu mets ton image dedans, tu prends l'adresse en fait URL pour être un peu technique de l'image, et cette adresse URL, tu peux la rentrer dans ton prompt. Okay. Et après, tu peux l'imposer avec --sref. Bon, après, on va pas rentrer dans des discussions techniques, mais tu peux l'imposer comme le visuel de référence. Voilà. Okay. Ou alors, tu peux aussi ne pas le mettre comme un visuel de référence. Par exemple, c'est un moment génial. Quand on a lancé Imagination, alors, d'abord, moi je me dis, everyone talks AI, no one does it. You know, je voulais vraiment. Personne n'en fait, oui, voilà, c'est sûr. C'est la sensation que j'avais. J'allumais LinkedIn, il n'y avait que des gourous de l'AI, mais ils ne produisaient pas, en fait. Et donc, moi, je voulais vraiment. Donc, j'ai dit, quand j'ai fait spin-off, en fait, j'ai dit aux 26 personnes de départ, on va rien dire, en fait. On va prompter, on va rien dire. On va faire l'inverse, en fait. Donc, tu as fait une team, tu as pris des gens de chez FF et tu leur as dit, on va faire ce truc, une sorte une équipe de base, mais qui bosse toujours chez FF. Ouais, complètement. Ouais. Et alors, je vais venir après à la génétique de l'image. Oui, alors, et de toute façon, je fais une petite loupe là-dessus sur l'équipe. Ce qui était marrant, parce que j'ai fait un spin-off. C'était intéressant culturellement parce que Paris n'est pas du tout rentré dedans au départ. New York était composé avec beaucoup de Parisiens, en fait, a beaucoup résisté aussi. Et le Pacifique a foncé. Et en fait, il y avait vraiment Atlantique versus Pacifique. C'est-à-dire que, et en fait, naturellement, c'était une équipe chino-californienne, quoi. Intéressant. Les Chinois et les Californiens ont foncé. En fait, l'Atlantique a résisté et le Pacifique a foncé. Maintenant, on en fait tous. Mais c'était marrant de voir c'était culturellement intéressant de voir que le Pacifique fonce avant l'Atlantique. T'as vraiment nouveau monde, ancien monde. Et donc, on s'est retrouvé avec une équipe chino-californienne. Voilà. C'est pas étonnant, en fait. Et unsurprisingly, c'était Pacifique. Et donc, pour revenir aux images, tu peux mettre une image de référence. On l'a pratiqué de façon très créative aussi. C'est-à-dire,
toujours dans disrespect technology. Et donc, on n'est pas by the book. C'est-à-dire qu'on va pas regarder comment il faut faire un bon prompt. C'est-à-dire qu'on va vraiment expérimenter, jouer avec, etc. Danser avec, vraiment. Et il y avait un moment intéressant parce que j'avais prompté, comme je suis passionné par la Chine, par le voyage, mais par la Chine, et notamment, j'avais prompté des royalties, c'est des figures royales chinoises de la Chine, de la vieille Chine, antique, ancestrale. Et j'avais un visage d'une princesse, ce que j'imaginais être une princesse de, je sais pas, un peu teenager, mais très, très, très puissant. Tu vois, très, très, très... Une personne qui a le pouvoir. Et tu sens au regard qu'elle a le pouvoir total sur tout le monde. Dans son regard, il y avait quelque chose de tellement puissant, tellement intimidant. Mais je dois t'arrêter là-dessus. Ça, c'est quelque chose que tu promptes exactement comme ça. C'est-à-dire que tu lui dis... Ok. Et c'est ça, c'est exact. Okay. T'as raison, c'est une très bonne question parce que justement, c'est ça, c'est la capacité à être sensible en fait. Je pense que, pareil, on va évoluer. Il y a presque une bourse des valeurs des qualités humaines en fait. La sensibilité va revenir. De même que la douceur, le monde est tellement dur que la douceur devrait revenir. Moi, j'aurais apprécié la Vendée qui est douce parce que le monde est dur. C'est con, mais c'est la bourse des valeurs en fait. Et la sensibilité, quelque chose de très important qui va être valorisé en fait. Des gens sensibles, des gens qui peuvent pleurer sur une couleur, une note de musique, c'est précieux parce que c'est une espèce de radar émotionnel humain qui va être revalorisé nécessairement. Et donc moi, je tombe sur ce visage d'une jeune mais où on sent vraiment le pouvoir. C'est-à-dire que, je sais pas quel âge elle a, 13 ans, 14 ans, on sent qu'elle a le droit de vie ou de mort sur tout le monde. Qu'elle fait ça, les gens meurent, tout simplement. Un visage tellement puissant. Et en fait, je suis fasciné par ce visage, mais vraiment... je suis fasciné. Quoi. Mais c'est l'IA qui te l'a généré. C'est l'IA qui me l'a généré au cours d'une série. Et donc c'est pour ça qu'il faut le faire, les chakras ouverts. Quoi. Il faut vraiment le faire, il faut prompter en conscience et en dialogue et en étant sensible. C'est vraiment la première qualité. Et ce visage me bouleverse, me fascine, m'intimide, m'impressionne, me choque. Et en fait, je deviens... obsédé par ce visage, en fait. Vraiment, par la force qu'il y a dans ce visage. Et en fait, après, et donc je garde ce visage, je l'ai mis en fond d'écran d'ailleurs, parce que je sais pas pourquoi j'ai connecté émotionnellement avec ce visage, et donc je voulais aller au bout de cette connexion, comprendre. Quoi. Et après, je me suis amusé à le mettre dans une série. Donc j'ai fait une série moderne. Le prompt, c'était quelque chose comme Studio Light, Shoot, Studio Light, Contemporary Shoot, Studio Light, Neutral Background, edgy models, un truc comme ça, simple. Edgy models. Pas des modèles un peu edgy, un peu cool. Voilà. Ok. Tattoo on face, tu vois, tatouage sur le visage. Très simple. Sauf que dans cette série, j'ai mis dans le prompt ce visage. Donc j'ai pris, en fait, je l'ai mis sur une adresse, comme je disais, une adresse URL, j'ai pris le voilà. Et mais je l'ai pas imposé la référence. C'est-à-dire que je l'ai simplement mis. C'est comme si je l'avais mis dans la génétique de l'image. Ouais. C'est comme si j'ai injecté presque un travail sur la génétique modifiée. C'est OMG, quoi. On est vraiment dans l'OMG. L'OGM, on joue avec la génétique de l'image. Et donc, j'ai joué avec la génétique de l'image en mettant ce visage en conscience. Donc, je savais ce que je faisais. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est une série donc contemporaine, avec des tatous sur le visage, etc. Et elle est cachée à l'intérieur. Moi, je le sais. Les gens ne le savent pas. Moi, je le sais. Quand Team Node, quand on a fait notre coming out sur la boîte, quand on est arrivé, qu'on a dit ça y est, on est dans la AI, en fait, on y croit. On était la première agence dans le monde à y croire comme on l'a fait. Et puis d'y croire vraiment, c'est-à-dire on ouvre Paris, Shanghai, New York, LA, on y va, quoi. Et on se dit que l'industrie va changer et on y croit. Et on a appelé donc Team Node, l'éditeur en chef de Ad Edge. Et donc je lui dis voilà, on va lancer un studio AI pour l'industrie. Le premier studio AI. Enfin, il y en a peut-être d'autres dans le monde possible. Hein. En tout cas, je dirais assez majeur. Paris, Shanghai, New York, LA, très sérieux, presque 30 personnes, avec 4000 images, voilà, de cette échelle-là, je dirais, hein, de cette volonté-là, de cette ambition-là. Et après, je ne maîtrise pas, il y a peut-être 100 studios dans le monde déjà, oui, bien sûr, certainement, et partout dans le monde, je suis sûr. Mais en tout cas, de façon un peu majeure et surtout avec une vraie intention, c'est une vraie boîte de pub qui lance avec une vraie intention un studio AI pour la publicité. C'est dans ça que j'entends. Et là-dessus, on était les premiers. Et donc j'appelle Team Node et je lui dis, on lance un truc, ça devrait t'intéresser et tout. Et
il me demande des images à la fin, on fait l'interview et tout, puis à la fin, il me demande des images, et je lui donne 400 images. Et ben, il a pris cette série. Et c'est devenu le visage d'Imagination. Il a pris une femme chinoise avec un dragon sur le visage, qui n'est pas la petite princesse, mais qui a dans sa génétique la petite princesse. Et en fait, j'étais agréablement surpris. Je me suis dit, donc ça veut dire qu'on peut avoir une approche vraiment artistique du prompting, en fait. Et j'étais pas surpris, en fait. J'étais surpris et pas surpris, quoi. C'est cette série-là. Et alors, je te verrai le visage de la petite princesse, si tu veux. Okay, ouais. Ça, elle est pas sur le website, elle est cachée. Mais en tout cas, toute cette série, dont lui et il y a 7 ou 8 visages, un truc comme ça, et toute la série a dans sa génétique cette petite princesse ultra autoritaire. La série. Voilà, c'est cette série-là. Je mettrai le lien. Et le visage qu'il a choisi, lui, voilà. Et en fait, elle est cachée dedans, elle est cachée là. Et je vais te montrer. Et c'est vraiment beau, quoi, je trouve. C'est vraiment... Regarde, c'est magnifique. Franchement, c'est extraordinaire. Et il a choisi celui-là. Et j'aurais préféré un autre, esthétiquement. J'aurais préféré celui-là. Mais en tout cas, c'est ce qui était intéressant, c'est de voir le choix, quoi, qui s'est fait. Et c'est devenu, du coup, le visage de Imagination. Parce qu'il faut savoir écouter. Je pense que la création, c'est l'écoute. C'est comme il y a beaucoup d'idées, tu vois, on est obsédé par être un influenceur, mais c'est tellement plus intéressant de se laisser influencer. En fait, je trouve que la création, c'est beaucoup de l'écoute, en fait. De ce qui se passe aussi. Hein. Ouais. On parlait de Pharrell, mais Pharrell, il capte, il écoute, il capte la société. Il sait écouter ce qui se passe dans la culture, au sens américain. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu as dit depuis tout à l'heure, c'est aussi que dans les créateurs, ça peut être un financier, ça peut être en fait quelque part, tout ça, ça te permet aussi de t'épanouir quand t'as envie sur tes heures perdues, et en fait il y a des talents cachés qui vont exploser probablement grâce à tout ça. Si je reviens juste très techniquement sur cette femme cette chinoise que t'as créée la première fois, les prompts, tu t'en souviens plus ou moins? Qu'est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as demandé un regard très puissant? Est-ce que tu as demandé une domination du monde? Non. Est-ce que tu demandes non. Est-ce que c'est tombé comme ça? C'est pour ça que non, en fait, c'est pour ça que ça doit être un dialogue, et c'est pour ça qu'il faut d'abord écouter. Il faut pas être faut pas être arrêté sur son intention de départ. Et d'ailleurs, quand les prompts sont trop compliqués, finalement, parfois ça bloque presque un peu, ou l'AI comprend que la moitié du message. Et finalement, parfois, quand on est bloqué, de revenir à un prompt méga simple, ça redevient intéressant, en fait. Mais il faut savoir vraiment écouter ce qui se passe. C'est vraiment un travail de réceptivité. Hein. C'est une autre que... C'est pas d'imposer à la matière, c'est plutôt de dialoguer avec, quoi, en fait. Et donc, je sais pas, le mot qui me vient, c'est dialogue. C'est-à-dire, c'est pas... c'est inintéressant de faire un monologue avec la AI, quoi. C'est un alien qui fonctionne... Enfin, tellement plus intelligent que nous sur plein d'aspects. Ce serait fou de pas dialoguer. C'est comme si un alien arrivait sur Terre avec un cerveau de 10 fois plus volumineux que le nôtre, des connaissances probablement très différentes des nôtres, une façon de processer. Ce serait quand même fou d'être dans un monologue avec, de pas essayer de comprendre ce qu'il y a dans cette tête-là. Et donc l'AI, c'est ça, c'est-à-dire que il faut vraiment... il faut dialoguer avec. C'est tellement... Mais même dans GPT, c'est intéressant. Hein, parce que, je sais pas si tu as déjà demandé à GPT de se noter lui-même. Il te fait une réponse et tu lui dis si tu peux, please rate yourself between 1 to 10, can you rate your answer? Et puis GPT va te dire, bon, bah, je me donne 7. Et tu lui dis, mais tu as besoin de savoir quoi pour arriver à 10? Et GPT va te poser des questions à ce moment-là. Et après, il complète avec tes réponses sa propre première réponse pour arriver à un 10. Le dialogue est tellement génial, quoi. Non, mais ça, c'est clair. C'est clair que la magie du prompt. Alors, je te pose ces questions parce que j'ai un peu carrément arrêté, pour être transparent, mi-journée. J'avais été un peu bloqué, notamment par
par l'usage de Discord et l'attente, et je trouvais ça chiant. Et donc là, tu me donnes envie d'y retourner. Je vois qu'il y a des abonnements à $10 par mois, ça commence par là. Ouais. Donc faut y aller à fond. J'aimerais bien aussi faire de la vidéo parce que ça, je trouve ça assez intéressant. Ouais. J'aime bien partir de choses assez réelles. Moi, j'aime bien partir d'une matière, tu sais, d'une création que je fais moi, d'une photo ou quelque chose comme ça pour arriver à quelque chose d'autre. Donc je vais tester ça. Mais sur ChatGPT, en effet, il n'y a rien de mieux que quand tu commences un projet en lui disant « pose-moi un max de questions ». Et d'ailleurs, moi, j'avais à l'origine, quand j'avais pas activé la mémoire de ChatGPT, j'avais un prompt qui était préécrit où je lui avais demandé « à l'avenir, je vais venir vers toi pour te poser des questions. Et je voudrais avoir une sorte de méta-prompt pour que tu me connaisses et que tu saches à qui tu as affaire ». Donc, j'avais résumé tout ça, je lui avais même proposé de le faire dans un langage plus efficace que le français ou l'anglais. Et puis je balançais ça avant de commencer à dialoguer avec lui pour qu'il sache tout ça. Donc le dialogue, tu as raison, est la clé de tout ça. Pour finir ce chapitre AI et revenir un tout petit peu sur Fred et Farid, la genèse, le voyage et comment vous avez réussi tout ça, je voudrais... juste comprendre, mini ouverture sur la vidéo, parce que la vidéo c'est quand même assez nouveau, la vidéo efficace. Vous arrivez à faire des choses extra déjà. Alors nous on est, on va dire, on est un peu vintage encore là-dessus, c'est-à-dire qu'on est très text to image, image to vidéo, pour contrôler l'outcome pour l'instant. Hein. Le texte to vidéo, on en fait, mais c'est pas au niveau il faut un niveau de contrôle quand même supérieur pour bosser pour les marques avec ça. Pour faire des travaux artistiques, ouais, complètement, mais quand on bosse vraiment pour une marque précisément, pour produire un truc, il faut plus de contrôle. Donc nous, on préfère le text to image, image to vidéo pour l'instant. Donc tu pars du texte pour faire des images, comme on le décrit tout de suite, et après tu pars de cette image pour lui dire ça, c'est mon intention artistique. Pour l'animer, quoi. Part de ça, quoi. Je sais pas, là je voyais, je regardais. Le spec ad là, que tu montrais tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait. En fait, on est parti d'abord d'un concept, mais qui est trouvé par un humain. Ensuite, on sculpte sur Midjourney, mais je voyais un Mandalorian un peu... Ça, c'est pas nous, ça. Non, c'est pas vous, mais je trouve ça mourir de rire, en fait. Une Mandalorian carrément sexy, un peu façon comment Jeff Koons. Je mettrai le lien. Mais tu partirais de ça pour faire un film, ça peut être fantastique, en fait. Tu peux animer ce que tu veux, en fait. Là, tu peux animer ce que tu veux. Mais ça, le style, par exemple, ça, c'est un peu les styles AI et tout que nous, on n'aime pas trop, quoi. Mais on essaye, par exemple, on a des séries en AI. Il y en a une qui s'appelle Istanbul Fishing Club. Franchement, c'est exactement le casting, le stylisme. Et on l'a fait, donc c'est vraiment un fishing club à Istanbul, dans la ville d'Istanbul. Sur notre website, dans la galerie, on voit des gens en train de pêcher. Et vraiment, je me défie, alors peut-être un expert en AI, mais la plupart des gens, c'est une vraie photo, quoi. Voilà, c'est ça. On voit les poissons là sur le marché. Je mets tous les liens dans le descriptif de l'épisode sur le site. Et même, j'ai même les erreurs de cadrage, parce que quand on prompte en mettant, là c'était une Canon caméra, parfois on met le film même, et on arrive, et aucune image n'est retravaillée. Hein. Tout est brut en fait sur le site d'Imagination, tout est brut. Et même les cadrages, tout est brut. Et il y a peut-être 2-3 exceptions, je sais pas, mais en tout cas, vraiment, on va dire, les 95% c'est brut. Et donc, moi, c'est ça que j'aime, c'est-à-dire que là, on est sur un truc où vraiment, c'est vraiment une photo complètement amateur, avec que des erreurs de cadrage, avec très drôle. Des erreurs de lumière, et on est vraiment sur une vraie photo Canon, de quelqu'un à Istanbul qui sait pas prendre des photos, et qui a voulu ramener un petit souvenir de ce moment hyper sympa d'un fishing club. Mais ce qui est intéressant en tout cas dans tout ce qu'on dit là, c'est que pour moi, ce que je trouve aussi important, c'est que toi tu travailles avec des grandes marques qui ont besoin de teams créa importants, de produire beaucoup et aussi de produire très très beau, très innovant, très différent. Mais on peut quand même assez facilement, en tout cas en prenant un peu de temps, on peut s'approprier tout ça. T'es une petite start-up, t'as pas forcément de moyens, tu peux quand même, avec un peu d'intention, prompter du text to image, et ensuite du image to film, en y passant du temps, réussir à faire des choses que tu pouvais tellement pas te permettre avant. Maintenant, c'est la même libération qu'il y a eu sur le monde de la musique, hein, où tout le monde a pu commencer à composer
sans connaître le solfège. On va dire qu'on est sur un truc un peu analogue, hein, où l'image devient aussi accessible, et voire plus. Parce que toi, Fred, patron d'agence, t'arrives à faire des images, enfin tu fais des images et tu fais des vidéos seul. Ouais. Et c'est alors après, comment dire, le talent artistique. C'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que le niveau moyen pourra être fait par tout le monde. Le niveau moyen. Un banquier de la City pourra produire des films vraiment esthétiques et voire intéressants. Après, il y aura toujours des génies dans le domaine et des gens qui ne sont pas des génies dans le domaine. On voit bien quand GPT prompte des signatures, il peut en prompter 300. Il peut justifier ses choix aussi. Et ce qui a le coup de génie, c'est rare quand même. C'est vraiment je dis c'est rare, d'ailleurs je l'ai même pas vu en fait. Et c'est pour ça je crois qu'il y a toujours une place pour l'humain, à condition que globalement notre société accepte de devenir humaine en fait. Tu vois, ce qu'on n'était pas en fait. Mais si on accepte ce changement radical et on accepte de devenir humain, on aura un rôle à jouer. Tu vois, on aura une fonction, en fait. Et alors là-dedans, qu'est-ce que vous faites pour McCann, par exemple ? On a bossé sur pas mal de projets. On a bossé sur des projets internes, essentiellement internes. Tu les formes, en fait, c'est ça ? Non. On fait des vidéos internes pour eux. Okay. Que ce soit pour des pitchs, que ce soit des manifestos, que ce soit des storyboards animés, etc., internes. Et on le fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de plaisir et humblement, parce que... Et ça m'arrive de faire, par exemple, pour Adam & Eve, qui est une agence à Londres, on a fait pareil en animatique. Et je suis hyper content de le faire parce que on est dans cette période un peu transitoire. Et c'est très bien de faire des projets internes. D'abord, nous, ça nous entraîne beaucoup. On est convaincus, nous, que de toute façon, le game va changer, que toute la société va évoluer là-dessus. On en est convaincus. On va rentrer dans un monde de... Moi, j'ai un slide sur Imagination, c'est 8 billion prompters. 8 milliards de prompteurs, voilà. Et donc, évidemment que notre société va évoluer légalement. C'est-à-dire que tout va changer dans le rapport à l'image. Il va falloir penser autrement, en fait, ce domaine. Et donc, nous, on est convaincus de l'avènement, d'une façon ou d'une autre, de l'avènement de l'AI dans notre industrie. Et donc, à ce titre, on est patient, tu vois. C'est-à-dire que et s'il faut faire autant de travail, si je fais pendant 2 ans... des boulots internes, c'est très bien, ça nous entraîne, on est très contents, on le fait humblement et passionnément, et on apprend, et en étant absolument convaincu que depuis... McDonald's vient de sortir un film 100% AI au Japon. McDonald's. Ça veut dire quoi ? C'est big, hein, le film. Bon, je suis pas fan du film créativement, mais c'est big. C'est-à-dire que McDonald's qui sort un film 100% AI au Japon, McDo, hein, ça veut dire que si Burger King n'embraye pas, McDonald's peut sortir un film par jour. Parce que c'est 10 fois moins cher, 10 fois plus rapide. Et avec 10 fois plus de possibilités. Et un donc, pour les jeunes, un pour les vieux, un pour les hommes, un pour les femmes, un pour les... Et donc en fait, ce qui se passe dans les entreprises, c'est que le CEO est à fond derrière l'AI. Dans tous les discours, les CEO aujourd'hui ont embrayé, on est AI, machin, etc. Ils ont besoin, pour leur image aussi de CEO. Les CMO sont à fond dedans aussi. Les purchasing department ou services achats sont à fond parce que plus rapide, moins cher et sustainable, donc ils sont à fond dessus. Et le légal est un peu wow. Donc c'est celui dans les 4 qui traîne un peu, c'est le légal qui fait attendez. Le légal est toujours un peu wow. Ouais, voilà. Ça marche comment ce truc ? Voilà. Mais jusqu'à quand, en fait ? Jusqu'à ce que le concurrent ait embrayé. C'est-à-dire que ça tient. Parce qu'on fait tous nos contrats sans le légal sur l'AI et puis qu'on n'ait plus besoin de... Non, pardon. On a toujours besoin. C'est pareil dans l'AI, dans la créa. Oui. Non, mais c'est ce que je retiens aussi dans tout ça. C'est que, déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, if you can't compete, embrace it. Donc, si tu veux pas te faire concurrence... You can't fight it, embrace it. Tu peux pas te battre. Voilà. Mais après...
c'est cette aptitude au dialogue qui fonctionne dans tous les domaines de l'AI. Si tu veux progresser, c'est ça. Si tu veux faire progresser. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a commencé à parler du perso presque. Le QI, l'énéagramme, le MBTI, etc. Le pro. Mais en fait, plus tu poses des questions, plus tu as d'échanges, plus tu arriveras à des succès derrière, en fait. Ouais. Et oui, bien sûr, c'est en pratiquant parce que finalement, parce qu'on a fait 2-3 formations, et c'est pas notre job, on n'aime pas trop le faire, mais bon, on a fait 2-3 séminaires, un peu de formation, et finalement, ça se comprend hyper vite. En fait, le prompting, nous, en 2 heures, on donne tous nos secrets. Il y a pas de... Et d'ailleurs, nos secrets, c'est pas vraiment des secrets. C'est que de la pratique, mais il faut pratiquer beaucoup. Voilà, quels sont tous les secrets, des flags, des modifiers pour les prompts, et voilà. Et c'est même pas des secrets. Et par exemple, c'est comme la guitare, c'est-à-dire que si moi je suis nul en musique, mais j'aimerais que tu me formes à utiliser mieux ChatGPT. Tu poses ça ce prompt et je pense qu'il est plus efficace que beaucoup de formateurs finalement. Ouais. Non ? Mais tu vois, on peut expliquer la guitare à quelqu'un en 2 heures. Tu vois, voilà, les accords, comment gratter les cordes, etc. En 2 heures, on peut comprendre la guitare. Ça fait pas de nous un musicien. C'est-à-dire que après, c'est que de la pratique, que du travail. On peut pas échapper à la case travail quand même. Il faut passer par la case travail. Et après, il y a un truc aussi, c'est que je pense que il y a une opposition qui devrait pas avoir lieu. Parfois, il y a une opposition avec les artistes, mais on va dire, mais ça devrait pas avoir lieu. Moi, ce que je veux faire là, c'est notamment, il y a plusieurs artistes, notamment Shekhar Kapoor, qui est un de mes copains, qui a fait Elisabeth, qui est une personne extraordinaire, un Indien qui habite à Dubaï, qui a réalisé le film Elisabeth. On va travailler ensemble sur des séries Shekhar Kapoor, avec l'œil de Shekhar Kapoor, la sensibilité, la spiritualité de Shekhar Kapoor. Je voudrais le faire avec Tony aussi, qui a envie de le faire aussi. On a parlé aussi à Rankin, qui est intéressé aussi au début de discussion, juste. Mais je pense que les artistes ont totalement leur mot à dire. C'est-à-dire que un artiste qui prompte arrivera forcément à des résultats meilleurs qu'un banquier qui prompte. C'est-à-dire que qui prompte et qui curate, parce qu'il va être meilleur dans l'intention, il va être meilleur dans la génération et ce qui se passe pendant la génération. L'exemple de Kandinsky qui met sur pause, qui se dit tiens, c'est plus intéressant à l'envers qu'à l'endroit. Et meilleur dans la curation, avec plus de goût, quoi. Donc, il n'y a pas à opposer ces deux mondes. C'est une technique. C'est comme... c'est une technique, c'est un outil, c'est une technique. Il n'y a pas à les opposer. Un grand photographe qui rentre sur l'AI, évidemment, il va être beaucoup plus fort à tout niveau, quoi, qu'un banquier qui prompte. À quel point ça te fait peur sur ton autre casquette de patron de FF, de Fred et Farid ? Ouais, c'est-à-dire que c'est gonflé, ce qu'on fait, comme un peu comme aller à l'étranger et partir de France, c'est gonflé. Hein. On est assez, on est assez gonflé quand même. Et parce que effectivement, c'est un business model qui met en danger l'autre business model. Donc, on en a conscience. Hein. Donc, mais vous avez déjà viré des gens, ou en tout cas fait évoluer des gens parce qu'ils sont un peu en compétition avec les AI ? Non, du tout. Vous êtes combien chez Fred et Farid ? On est tout petit, hein. On est au total, on est 150. On est tout petit, c'est une petite boîte. Hein. Vous êtes monté jusqu'à 200, c'est ça ? Ouais. J'ai vu un moment. Ouais, mais en fait, ça c'est hallucinant. C'est une petite boîte, mais internationale. Mais on est tout petit. Vous avez baissé en chiffre d'affaires depuis les chiffres d'affaires que j'ai évoqués tout à l'heure, 75 millions ? Oui, on s'est pris le Covid quand même dans la gueule. Donc oui, on a baissé. On est entre nos meilleurs résultats, on va dire, c'était un peu au-dessus de 70 en chiffre d'affaires, 30 en revenus et 10 en EBIT. Et nos moins bons résultats, c'est 15 en chiffre d'affaires, 10 en revenus et 0 en EBIT. Et on oscille entre les deux. C'est-à-dire, depuis là, vous êtes redescendu Non, on oscille entre les deux. C'est suivant les années. En fait, on oscille entre les deux. Et la différence entre le chiffre d'affaires et le revenu chez vous, c'est quoi ? Le chiffre d'affaires, c'est vous faites bosser beaucoup de freelance et que vous avez beaucoup de prod. C'est surtout les prods. Le chiffre d'affaires, c'est un peu trompeur. En fait, les vrais résultats d'une agence, c'est le revenu. C'est la marge. C'est la marge brute parce que. Pour comprendre, tu fais toi des campagnes. Tu vas vendre une campagne pour, je sais pas, tu avais un client historique Société Générale. Tu vas leur vendre une campagne 1 million. Et dedans, tu vas devoir faire un film en Afrique du Sud qui te coûte 500 000. Le revenu, c'est 500 000. J'arrondis, mais c'est ça en gros. Ouais, voilà, exactement. Il te reste que 500 000. Et ça, c'est ton revenu. Et donc, quand tu fais des films... C'est ton chiffre, ta marge brute. Ouais, c'est ton chiffre d'affaires. C'est ton vrai chiffre d'affaires.
T'as ensuite la marge brute ou le revenu, et ensuite l'EBITDA, ce qui reste. Et c'est les 3 chiffres importants en pub, mais en fait, le chiffre d'affaires est pas si important que ça parce que c'est de l'argent qui transite par ta boîte. Ouais. Donc, beaucoup d'agences friment avec ça en donnant le chiffre d'affaires parce que ça fait un peu comme le petit poisson qui se gonfle, ça fait un peu plus solide. Je compare pour des gens qui qui voient pas, c'est notamment par exemple dans l'événementiel. Ouais. Dans l'événementiel, tu vas faire un gros événement, il va falloir, je sais pas, Wheel of Green, ou tu vois, un truc comme ça. Il faut plein d'infrastructures, des chapiteaux, des lampes, des machins, des tas d'intermittents, etc. L'événement coûte 50 millions, mais toi, en fait, à la fin, si tu enlèves toutes les infras, etc., il t'en reste 5. Voilà, donc, ce qui fait qu'au final, les agences, quand on regarde les résultats, l'industrie frime un peu avec le chiffre d'affaires qui veut pas dire grand-chose. C'est l'argent qui transite pour acheter ensuite de la prod. Donc, ce qu'il faut regarder vraiment, c'est le revenu et puis après la profitabilité de la boîte, quoi, c'est tout. Et donc, nous, on oscille entre ces deux-là. Entre 10 et 30 de revenus, quoi. C'est ça. Voilà. Et on est 100% en mode projet. 100%. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de retainer. C'est-à-dire que, alors, il n'y a pas de minimum. Il n'y a pas de retainer. Okay. C'est-à-dire qu'avant, on était un retainer. Donc, c'est-à-dire qu'un client, tu lui disais, c'est minimum 2 millions par an. Et tu le gardais, voilà. Et tu le gardais. Le retainer, c'est-à-dire que c'est un contrat sur 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus, voire 5 ans, extensible 2 ans encore. Il y a beaucoup de marques qu'on a gardé 7 ans. Schweppes, on l'avait gardé 7 ans. Orangina, Société Générale. Et ça, c'était avant. Et ensuite, il y a le project-based. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est complètement en mode projet. C'est-à-dire qu'on fait un projet et c'est terminé. Moi, tu te rebats sur le projet d'après en compète en permanence. En compète en permanence. C'est-à-dire qu'une société comme Fred et Farid, et comme beaucoup d'agences indépendantes, alors je sais qu'en France, il y a encore des retainers, mais c'est de plus en plus rare. Mmh. Nous, on doit se refaire chaque année, en fait. C'est-à-dire qu'on est en permanence. Et ce qui est compliqué, parce que trop de pitch, tu le pitch entre guillemets, c'est-à-dire que tu dois du coup le pitch, il a certaines vertus, mais il a aussi beaucoup d'excès négatifs. Le pitch, c'est la compète. On te dit, je voudrais que tu m'aides à faire une campagne pour tel produit, machin, et puis voilà, à chaque nouvelle campagne, on te met en compète avec les autres agences. Voilà. C'est un enfer. Et quand il y a trop de pitch, le problème, c'est que le mensonge devient le IPO, un peu comme tu vois, comme le IPO dans le sport, c'est-à-dire que le PO, ouais, ok. Ouais, c'est-à-dire que tu es obligé de quelque part, c'est comme le cycliste qui dit je suis obligé de prendre de l'IPO parce que sinon de toute façon j'arriverai pas au bout de la course. Je dirais le mensonge, c'est ça, c'est le IPO de la pub, c'est-à-dire que en fait les agences sont mises dans une telle situation de précarité, agences indépendantes, que en fait tu dois l'obsession c'est de comprendre, de bien profiler la personne en face, de bien la comprendre pour lui donner ce qu'elle veut et non pas ce dont la marque a besoin. Ça oblige en fait les agences à ça. Et j'ai beaucoup de discussions avec des copains. Je connais depuis le temps quand même pas mal de monde à la tête des agences, que ce soit dans des réseaux, que ce soit en indépendant. Et on le regrette tous parce que la pression est telle que c'est un système. Il y a le biais de ce système, c'est que on est dans une logique de gagner l'annonceur et non pas de gagner la marque, de pas faire ce qui est bon pour la marque nécessairement. Là où à l'époque, quand il y avait la sécurité des retainers, une situation moins précaire, on pouvait être beaucoup plus honnête en fait. On pouvait rentrer sur un truc. Tu bossais pendant 3 ans avec la marque, donc tu pouvais leur dire non, c'est pas ça qu'il vous faut. Voilà. Au pire, ils pouvaient te dire non. Voilà. Si, c'est ce que je veux faire et je m'en fous et voilà. Ouais, tu pouvais. Voilà. Mais là, t'as plus le temps, quoi. En fait, on te dit. Et puis avec alors aux États-Unis en plus. En Chine, tu deviens qu'un exé en fait. Ouais, ça c'est commoditized vraiment. Tu sais, ça c'est super frustrant. Nous sommes commoditized. Pourquoi tu vends pas ? Et après les systèmes. Alors, c'est aussi un projet de vie tout ça. Mais par exemple, et la Chine par exemple est adaptée à ce mode projet parce qu'en Chine, un pitch ça dure 3 semaines. On amène une solution et pas non plus 400 pages. On amène une solution en 50 pages. Voilà, et ça passe ou ça casse, et voilà, il y a 3 agences en pitch, on connaît les agences en pitch, c'est très sain, en fait. T'es pas payé, mais donc tu amènes un truc, voilà, ça dure 3 semaines, max, c'est un meeting, un tour. Ça te choque pas que tu sois pas payé ? Et si, parce que c'est comme dans je sais pas, c'est la restauration, on ferait le plat avant que le plat soit choisi, ou un architecte qui ferait la maison avant d'être choisi. C'est choquant. Alors ça, c'est un autre débat, mais... Alors, attends. Faut pas que je te choque là-dessus. On peut en parler aussi. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, le système est project-based, mais depuis le départ. Vraiment, tu vois, et donc, il est adapté. Aux US, c'est plus dur parce qu'on est on a un peu worst of both worlds, on a un peu le pire des deux mondes, ouais. parce qu'on est encore dans l'ancien système
donc avec un pitch consultant, avec 10 étapes, avec chemistry meeting, machin, etc., mais pour un projet. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'on a le plus mauvais des deux mondes, en fait. On te pitch comme avant pour un truc qui durait 3 ou 4 ans, et sauf que là, ça dure 6 mois. Ça dure 6 mois, c'est un projet même moins. Et ça te coûte un bras. Et comme on est commoditized, ça veut pas dire du tout, même quand tu réussis le lancement, et une marque, très grande marque tech, je dirais pas le nom, on a réussi un lancement très très difficile, mais it was not a given that we were the agency for the second round. Tu vois, c'est-à-dire que on n'était pas du tout le... Tu vois, c'est pas un acquis, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. C'est-à-dire que même si tu réussis absolument, etc., on est vraiment dans le one shot, quoi. C'est tout. Ce qui développe aussi une forme de cynisme de l'ensemble de l'industrie qui est pas bonne et qui est concomitante avec le CMO qui est cynique aussi. La durée de vie d'un CMO aux États-Unis, c'est 1,4 ans. Après, il part. En fait, donc dès qu'il ou elle réussit son case, la personne se vend ailleurs. Donc, dans un truc plus gros, avec un meilleur salaire, etc. Donc il y a une rotation extraordinaire, ce qui fait que... T'as aucune fidélité de la marque, t'as peut-être une fidélité du CMO. Peut-être que lui, quand il va dans le truc plus gros, il vient te chercher. Ça peut arriver, mais finalement, c'est assez rare, finalement. Il y a vraiment un cynisme. Et moi, je regrette... Mais il y avait des abus du retainer, attention. Hein, parce qu'il y a des agences qui étaient signées pour 5 ans, et donc... c'était les gros networks en plus là-dessus, c'était à leur avantage quand même, non? Ouais, et t'as des agences qui en ont vraiment, qui ont pu, soudain ils s'étaient tranquillisés, on est là, c'est bon, on est là pour 3 ans, 5 ans, et donc qui n'ont pas donné leur meilleur en fait, hein, qui sont rentrés dans des calculs plus de profitabilité en mettant que des jeunes sur le truc pour rentabiliser au maximum, etc., etc. Et donc c'était pas sain, c'est-à-dire le retainer pur et dur était pas sain, c'est vrai. Mais le project base non plus n'est pas ça. Ce sont deux extrêmes en fait. Ce qu'on voit se profiler aux États-Unis, heureusement, petit à petit, c'est le roster, ce qu'on appelle un roster. C'est-à-dire que en fait, l'annonceur. Si vous n'avez pas compris, je n'ai pas compris non plus, vous inquiétez pas. Donc, va préparer ce qu'on appelle un roster, et c'est-à-dire qu'un groupe d'agences. C'est-à-dire qu'en fait, l'annonceur va faire pitcher un nombre raisonnable d'agences, va en sélectionner 2 ou 3. Va les rentrer dans le système, donc on passe par le purchasing, on est référencé, etc., etc. Et après, en fonction des sujets, ils vont taper dans les talents d'une des 3 agences, en fait, ou des 2 agences. Donc ce sujet, il est bien pour eux, on va plutôt leur donner ce sujet. Et ce qui a l'avantage c'est un double avantage, en fait, c'est-à-dire que on a les qualités du retainer parce que l'agence n'est pas précaire, elle sait qu'elle va avoir quand même un volume de business, donc elle peut prévoir de mettre des équipes dédiées, spécialisées dans la marque, de créer une relation de confiance, d'être honnête avec l'interlocuteur. De connaître la marque aussi, c'est super important. Voilà, de connaître la marque. Parce qu'à chaque fois, sinon, ils doivent te downloader des informations, t'envoyer des choses pour que tu comprennes la marque et que tu comprennes de quoi tu parles, quoi. Et c'est un point hyper important aussi. C'est vrai qu'ils n'ont pas à réuploader en permanence la brand induction, ce qu'on appelle. Là, ils n'ont pas à refaire la brand induction. Et donc ça c'est vertueux-là. Mais en même temps, l'agence n'est pas en situation trop confortable où elle commence à être un peu tranquille et à penser que rentabilité, puisqu'elle est en compétition quand même sur les sujets. Et donc quand l'agence en face sort un truc sympa sur la même marque, ça motive toute l'agence à faire bien. Donc, on arrive à ce truc-là en fait, qui est une espèce de hybride entre retainer et project-based, qui semble être le meilleur modèle pour notre industrie. Sachant que là-dessus, quand tu négociais sur plusieurs années, tu avais quand même souvent des remises ou des choses comme ça. Si tu arrives à certains volumes, ça existe toujours, ça. C'est-à-dire que si jamais tu fais plus d'1 million d'euros de revenus ou de chiffre d'affaires chez Fred et Farid, je te fais 2%. Si tu fais plus de 2 millions, je te fais 3% à la fin de l'année. Ça existe toujours ? Alors, des remises. Des remises dans quel sens ? Volume, c'est-à-dire que si que tu bosses avec Coca et qu'ils dépensent un certain volume chez toi, tu les incites, tu leur fais des remises. Non, ça se faisait. Non. Je crois qu'on est trop petits pour ça. Okay. Ça se joue. Nous, on l'a jamais fait. Okay. Je pense que probablement sur des grands réseaux qui ont des trucs alignés de dingue, qui ont le média, qui ont... je pense, mais pas sur une petite agence comme nous. Alors, tu dis petite agence, ce qui est intéressant, c'est que tu bosses aussi avec des très grands noms et sur l'international. Tu vois, nous, chez Cosa Vostra, il y a quelques temps, on bossait avec des grands noms, mais souvent que sur du local, du Salesforce ou des choses comme ça, ce qui est d'ailleurs pas si facile parce que souvent, ils étaient maqués avec des grosses agences et les avoir sur un... Comment vous avez réussi en si peu de temps ? Parce que vous avez créé ça en 2006, 2006... Ouais, on est rentré... 2007, 2006, 2007. En fait,
Moi, je dis 10 ans après, vous faisiez 70 millions de chiffre d'affaires, c'est hallucinant. Ouais, alors c'était une autre époque aussi. Hein. C'est une époque où il y avait les retainers et tout ça. C'était beaucoup plus facile. Hein. Mais non, mais bon, quand même, tu te battais contre des agences mondiales. Ouais. Comment vous avez fait ça? C'était très très dur. On a bossé, c'était insensé quoi. On a bossé jour, nuit, week-end, vraiment, hein, c'était insensé. Moi, j'ai vraiment un des grands regrets, c'est que j'ai pas vu mes 3 enfants grandir à cette époque-là. C'est un de mes grands regrets. Et déjà, je dirais, c'est le travail, parce et aussi, je dirais, je pense que ce que le marché français n'avait peut-être pas saisi à l'époque, c'est qu'on était des Américains à Paris, quoi. On n'était pas des Français, hein. On est rentrés comme des Américains. C'est-à-dire que on s'est pris l'Amérique dans la gueule, hein, vraiment. C'est-à-dire que on s'est pris l'Angleterre déjà. En Angleterre, on a appris, on était chez BBH, qui était vraiment la mecque de la pub, quoi. C'était vraiment. Et on a eu la chance d'apprendre avec John Egarty. En plus d'avoir une super relation avec John Egarty, vraiment, on a été un de ces teams vraiment. Mais quand tu dis chez BBH, tu bossais là-bas? Ah, ouais, à Londres. Et donc on est même dans son livre. On a une relation forte avec lui. Et on a beaucoup appris en Angleterre sur l'approche par genre, la création, l'analytique. Mais c'était vraiment la création. Et avec l'excellence britannique, avec la réputation créative qui était hyper important. Puis les Anglais peuvent être méchants. Un Anglais, ils font leur homework, donc ils savent hein, quand ils te parlent. Il n'y a pas besoin de se vendre. Il ne faut pas se vendre d'ailleurs en Angleterre, surtout pas. En Amérique, oui, tout le temps, mais surtout pas en Angleterre, c'est vulgaire vraiment. Et la qualité créative, le pédigré créatif te suit, hein, vraiment. T'as vraiment, les gens savent à qui ils ont affaire. Et il y a une excellence créative pour tous ceux qui ont été là-bas sur le marché londonien. C'est dur. C'est vraiment dur. C'est un truc de Spartiate. Hein, c'est vraiment. Mais ça, c'était l'Angleterre. Après, on a été aux États-Unis chez Goodby Silverstein. C'est appartient au groupe Omnicom. Tu dis on parce que vous étiez tous avec les Farid, ouais. Toujours ensemble. Toujours. C'est vraiment en duo. Okay, toujours en duo, toujours ensemble, comme une équipe de sport. Et sur Goodby Silverstein, c'était, on s'est pris dans la gueule l'Amérique, quoi. C'est-à-dire que parce que c'est souvent le cas, on arrive un peu à l'échec acquise, New York et tout. Et après, on se prend la réalité de l'Amérique. Et l'Amérique, c'est une nation militaire très codifiée, très très forte. On change pas l'Amérique. J'avais une discussion avec Egarty là-dessus. Ouais. Parce que lui aussi, quand il est arrivé à New York, il pensait qu'il arrivait avec Laura, BBH London, machin, et que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que vraiment, c'est business, quoi. Vraiment, l'Amérique, c'est business. Et tout est au service du business. Vraiment, c'est le dollar, quoi. Il faut vraiment comprendre la puissance du dollar. Et ils sont excellents, c'est-à-dire ils sont fins, en fait. Et en fait, ils paraissent pas fins. Tu me vois surpris là, en effet. En fait, les relations Comment ça, les Américains sont fins? Très fins, beaucoup plus fins que nous. Okay. Dans les relations au boulot, tout ça, les non-dits, on dit toujours great. Ouais. Et en fait, il faut comprendre tout ce qui n'a pas été dit et en quoi c'est pas great. Et en quoi, qu'il a dit pourquoi il n'y a pas great ou une seule fois great. Voilà. Et il y a une subtilité. Je me rappelle. Et donc, nous, on est devenus des Américains. On a fait 5 ans dans ce système américain. Éprouvant, vraiment. Et pas tellement successful. On a fait 2-3 campagnes intéressantes. On a eu la chance incroyable de lancer Netflix. Bon, mais créativement, c'était pas extraordinaire. Mais on a lancé Netflix, c'était dingue. Mais en fait, on n'a pas brillé du tout. Vraiment, on a brillé à Londres, mais pas aux US. Et par contre, on a tellement appris en business et tellement appris dans la gestion client, dans le respect du client, le service, Donc, t'as fait 5 ans, c'était un gros échec, quoi. Et c'était pas non, c'était pas un gros échec. C'était pas un gros échec, mais c'était pas la réussite que nous on s'attendait à avoir. Et t'avais quel âge? J'avais, je suis nul sur les dates, mais je suis. Quoi, de 25 à 30, en gros. Non, j'ai 32, 33, je sais pas, un truc comme ça. Je pense, je suis nul avec le passé, je suis très bon avec l'avenir. Le passé, je l'oublie tout de suite, ça m'intéresse jamais, en fait. Vraiment, mon cerveau, il est toujours sur le futur. Et quand je discute avec ma petite sœur, c'est très compliqué, qui est très sur le passé, le truc. Et moi, vraiment, je comprends. Je zappe complètement, j'écrase complètement le passé, ça ne m'intéresse pas. Et mais donc, je sais plus quel âge j'avais, mais en tout cas, c'était une expérience difficile, tellement formatrice. Et quand on est rentré en France, donc on a lancé Marcel, on avait 2 propositions. Il y a une proposition de Pouzillac et Seguela pour faire une agence un peu équivalente chez Havas.
Et une proposition de Maurice qui avait eu l'élégance de venir même à San Francisco, nous dire si vous rentrez, passez par Publicis, on va faire une agence autour de vous. Et mais donc c'est marrant parce que vous étiez, grande classe, vous étiez quand même bouillant, parce que si tu me dis vous avez rien fait de très impressionnant là-bas, et pourtant tout le monde vous voulait ici, quoi. Ouais, parce que non, on a sorti quelques trucs quand même, mais c'était pas au niveau de ce qu'on a fait à Londres. Et puis après, on s'est raconté des belles histoires aussi, Farid et moi. Donc on est des storytellers. Hein. C'est quoi votre rôle à chacun ? C'est pareil en fait. On a tellement d'éteints l'un sur l'autre qu'en fait, c'est comme un vieux couple qui met les mêmes bottes et les mêmes cirés et qui s'engueule sur la brosse à dents. Voilà, c'est ça. Vous engueulez ? C'est un vieux couple. Ouais, beaucoup depuis toujours. Mais quand on est rentré, quand on est rentré juste après on revient sur les engueulades, mais quand on est arrivé à Paris, on était des Américains à Paris. C'est-à-dire que on est arrivé avec des méthodes, Goodby Silverstein vraiment. On est arrivé avec des méthodes de newbies, d'hyper-branding de l'agence, de respect du client vraiment, du service, on a tellement appris aux US, quoi. C'est tellement appris. C'est pas un hasard s'ils sont. C'est l'excellence, l'Amérique. C'est vraiment qu'ils attirent les meilleurs cerveaux du monde et ils sont durs, mais ils sont durs. C'est beaucoup plus dur qu'en Chine. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus loin de nous que les Chinois. Les Chinois, les Chinois, ils sont très proches de nous. Ils sont latins, ils ont de l'humour, ils sont ironiques, ils sont sympas, ils parlent de bouffe. Quand ils mangent, ils parlent de bouffe. C'est des Français, quoi. On est hyper proches. Alors que les Américains, quand on parle de système d'exploitation, le logiciel n'est pas le même, quoi. Vraiment, le fond n'est pas le même du tout. Ça ne fonctionne pas pareil. L'Amérique est différente. Alors, qu'est-ce que tu as rapporté de là-bas qui fait que ça a marché plus fort ici ? Je te dis, c'est-à-dire, c'est le fighting spirit de dingue. C'est la résilience, l'hyper-branding de tout ce que tu fais. Ils brandent tout. Les Américains brandent tout. Ils brandent une façon de penser avec le New Deal et puis ils vendent le New Deal. C'est assez marrant, tu vois. Moi, tu t'arrives sur. Tu sais, t'es dans la rue. On était premier soir. On arrive à New York il y a un mois à peine. Et puis t'arrives au 44 West 44, donc le numéro 44 de la rue 44. Ouais. Et là, ils te font un logo sur l'immeuble, parce que c'est comme 44W44, tu vois, ça sonne bien. Et donc, tu dis, en fait, l'immeuble a un logo, quoi. Très bien, pourquoi pas. Et en fait, ils brandent tout. Et c'était beau, en fait. En fait, tu dis, c'est cool, quoi. Ouais. Tout. Et c'est intéressant. Et c'est même... il y a des leçons, vraiment, derrière, c'est ça. Brander l'invisible, mais pour le vendre, pour le manufacturer, pour le scaler aussi. C'est les champions du scale-up. Hein. Toutes les marques américaines, elles sont slash rest of the world, ce qu'ils disent ROW. Tu vois, elles sont vraiment toutes, elles sont US et toutes sont dans un truc impérialiste, rest of the world, quoi. Et ils sont, l'ambition américaine est colossale. C'est fatigant même, je veux dire. C'est fatigant cette domination. Finalement, parce que c'est quand on regarde l'Amérique de la Lune, c'est un tout petit pays. Ils ont 350 millions. Je veux dire, l'Indonésie, c'est 200 millions. La Russie, je crois que c'est 180. Le Japon, c'est 200 et quelques. Ils sont que, tu vois, par rapport à des grandes puissances comme l'Inde, presque 2 milliards, la Chine, 1,5 milliard, ils autorisent 2 enfants. Donc, en fait, c'est tout petit pays, je veux dire, c'est gros sur la carte, mais en fait, c'est 350 millions de gens, dont quand même 200 millions sont maintenus en état de non-éducation, on va dire. Et donc, c'est 150 millions de gens qui donnent le là à la terre entière, militairement, économiquement, financièrement, artistiquement, technologiquement. C'est ahurissant, en fait. Et c'est une Chinoise qui me disait, c'est les élites, et je comprenais pas. Mais en fait, c'est les élites parce qu'ils embauchent les meilleurs du monde entier. Et il y a un truc qui fait que, à un moment donné, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs video game guys, etc., à un moment donné, les meilleurs archis, les meilleurs acteurs, à un moment donné, se disent, je vais aller en Amérique. Et donc ils attirent, il y a une espèce de... Oui. Ils attirent les talents, quoi. C'est un truc de... Parce que je suis pas sûr qu'ils les fabriquent tant que ça. Et d'ailleurs, Elon Musk, il a été importé, en fait. Sud-africain. Mais d'ailleurs, dans les meilleurs, parmi les meilleurs, ceux qui y arrivent souvent, qui viennent de l'étranger, qui réussissent aux États-Unis, deviennent américains. Et ils restent, en fait. Ouais, ils restent, ouais.
Sinon, t'es rejeté et puis tu rentres chez toi, quoi. Ils sont fascinants. Et la créativité américaine est fascinante. Alors, j'ai mis vachement de temps à la comprendre. Parce que j'avais toujours ce feeling c'est le pays le plus créatif du monde, et pourtant, à chaque fois que je rencontre un Américain, je le trouve pas créatif, comme un Français peut être créatif. Je te comprends complètement. Tu vois, ce feeling-là, et les discussions sont pas créatives. Il y a zéro opinion, c'est que l'information. Les relations ne sont pas créatives. Et donc, je me dis, mais comment ils arrivent à être les plus créatifs du monde dans tous les domaines? Et en fait, je crois que j'ai compris. Celle-là, tu m'intéresses. J'ai un gros apprentissage. Je peux me tromper, hein, mais je crois que j'ai compris. C'est qu'en fait, ils sont extrémistes. Et c'est-à-dire que... Certes. Et donc ils sont extrémistes dans tous les sens. Hein. Et c'est-à-dire que quand une tendance arrive, ils vont tellement, comme des militaires, faire sir, yes sir, et aller à fond dans la tendance, qu'en fait, elle va paraître créative. Par exemple, ils vont aller sur sustainability ou sur vegan. Ils vont aller sur le vegan. Et donc, le vegan arrive et ils vont se lancer sur le vegan, mais ils vont être tellement extrêmes qu'ils vont tout faire vegan, tout. Alors, ça y est. Et donc, ils se mettent à inventer la viande vegan. Ils se mettent à inventer... donc, c'est de la viande, ça ressemble à de la viande, mais c'est vegan. Et en fait, ils vont faire de la nourriture pour animaux vegan. Et nous, de l'Europe, on regarde ça, de la vieille Europe, on se dit, ils sont tellement créatifs, ils viennent de faire... cette marque a fait de la nourriture pour chiens vegan. Et nous, on se dit, c'est tellement créatif, etc. Non, c'est pas créatif. C'est juste que, comme l'ensemble de la société bascule dans un sens et dans l'autre, c'est une espèce de balancier, hein, même en politique, hein, jaune-rouge, c'est une espèce de balancier comme ça, ultra violent, qui est un peu l'inverse de la mentalité chinoise qui est Zhongguo. Zhongguo, c'est le pays du milieu. Oui. La Chine, c'est un cercle coupé en deux, vraiment, Et les Chinois ont horreur de ces mouvements de balancier comme ça, c'est-à-dire que ils essayent d'avancer, mais surtout pas en balancier. L'Amérique, c'est ultra violent à gauche, ultra violent à droite, ultra violent à gauche, ultra violent en permanence en fait. C'est des espèces de grands mouvements comme ça, de grandes marées en fait. C'est les coefficients des marées en Bretagne dans les pires moments de l'année quoi. C'est vraiment ça. La mer qui se recule et la mer qui avance. Ouais, et puis tu balayes tout le passé, tu balayes, je sais pas, je voyais encore ce week-end, ça devait être le Tropicana à Vegas, ces immeubles, ces barres d'immeubles qui te rasent alors qu'elles ont 20 ans, tu vois, ou 30 ans, et tu te dis, waouh, en fait, ils sont vraiment en train de mais tu vois, tiens, ça marche plus, salut, au revoir, on passe à autre chose. Non, c'est ça, et du coup, ça déclenche cette espèce de systématisme sur les tendances, déclenche en fait plein d'idées nouvelles en fait. Ils sont et puis ils ont, je crois aussi qu'il y a un truc, c'est la dimension légale. En fait, pour avoir vécu en Chine, et Dieu sait si j'aime la Chine, hein, je suis un amoureux de la Chine. Vraiment, j'aime tellement la Chine et les Chinois, mais légalement, on n'est pas protégé en Chine. C'est-à-dire que c'est le puissant qui gagne. Donc quelqu'un qui trouve une super technologie va pas pouvoir protéger cette technologie. C'est-à-dire qu'une société très puissante va arriver, va la récupérer, Et ça aux US, c'est vraiment Erin Brockovich, le film, c'est vraiment un individu peut attaquer une corporation. Et donc il y a un système légal qui est tellement fort, alors qui a ses excès. Hein. Ces excès, on les connaît. Hein. C'est moi quand mon épouse dépose les enfants à un anniversaire, elle signe des waivers. Donc, ce qui est assez en Californie, c'est ça. Et des waivers sur si l'enfant meurt, je suis pas responsable, etc. Et donc, tous les parents signent des waivers pour un goûter d'anniversaire. Hein. Donc ça, c'est le côté pas très cool du légal, parce qu'encore une fois, ils sont super extrêmes, donc ils sont allés dans l'extrême où on signe des waivers dans tous les sens. À un moment donné, on voulait faire Halloween, quand on venait d'arriver en Californie, on voulait faire Halloween. Il y avait des petites marches qui arrivaient jusqu'à notre porte, et en fait, mon épouse a lu un petit peu dessus, parce qu'elle avait acheté plein de bonbons, tout ça, était en délire américain, c'est top. Et c'est sympa quoi, un moment sympa. Et en fait, elle a lu qu'il fallait faire quand même attention, parce que si quelqu'un tombe dans l'escalier, on est responsable légalement. Si quelqu'un mange un bonbon et est allergique, on est responsable légalement. Et en fait, il y avait tellement de restrictions légales. Vous avez des allergies. Du coup, elle a retiré les décorations, elle s'est fermé la porte, retiré les décorations en disant on va manger les bonbons nous-mêmes, parce que là c'est pas. Donc ça c'est le côté négatif. On le connaît, hein, au quotidien, on le vit au quotidien, c'est ça. Le côté positif en revanche, on n'en parle pas souvent, mais c'est la protection du faible. C'est-à-dire que donc quelqu'un qui a une invention et qui trouve une technologie, qui trouve un IP hyper intéressant, qui trouve une image hyper intéressante, une façon peut protéger ce qu'il fait. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça,
ça existe. Enfin, ce niveau de protection n'existe pas en Chine, par exemple. Et donc, et ça, je trouve que c'est vraiment un des garants de la créativité américaine. En fait, on parle que du négatif, il y a aussi le positif. Et c'est un des garants de la créativité américaine. Alors, tu mets le doigt sur un truc qui m'impressionne depuis. J'essaye, je suis au max comme toi là-dessus, mais en fait, tu parles des Chinois, tu parles des Américains. Alors, il faudra que tu me parles un peu des Français, des Européens aussi, mais tu me parlais de Dubaï l'autre jour et tu me disais non, mais donc t'as adoré LA, t'adores New York, t'adores la Chine. Là, tu nous dis l'autre jour, je vais aller à Dubaï. Ce qui est un peu surprenant, hein, parce qu'au Dubaï, tu dis quand même, waouh, il est sérieux, tu vois. Et en fait, à chaque fois, tu vois quand même vraiment que le positif et ce que ça te. Là où ça te remplit dans chacune de tes sociétés, ces sociétés, pardon. Et j'ai l'impression que tu vois, à chaque fois, vous, parce que Farid doit être pareil, il est parti en tout cas beaucoup en Asie, en Asie aussi. Non, à New York. T'as pas fait Shanghai, il y a que toi qui as fait Shanghai. Et toi, t'embarques en plus à chaque fois ta famille. Comment tu enfants, fais Alors déjà, comment tu fais pour embarquer tout le monde et puis ne voir que le beau et le propager aussi dans tes équipes. Et j'ai l'impression que ça, c'était une grosse valeur ajoutée pour votre aventure, quoi, ces voyages. Merci de le voir. Et c'est vrai, d'abord, c'est vrai que je suis super positif toujours. Je crois vraiment. En fait, c'est juste que je crois qu'avec la négativité, ça aide pas en fait. C'est-à-dire que et c'est vrai, ça aide pas. Je regarde la négativité, elle aide pas souvent en fait. Mais très peu en fait. Et alors pour ceux qui nous écoutent, pardon, juste avant de faire un point là-dessus, mais c'est pas facile d'être positif tout le temps. Comment on fait? Il y a une gymnastique, on revient à ta mère au tout début. Je pense qu'il y a une gymnastique quand même. Il y a un truc de se dire. De toute façon, la vie est dure. C'est d'une violence incroyable finalement la vie. Hein. C'est et on passe tous par des trucs vraiment très 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 durs. Et je pense que d'abord on est privilégié aussi. Il faut en être, gratefulness déjà. C'est vraiment important parce que pour le bonheur, c'est étudié. Gratefulness, c'est vraiment important. Moi, quand je me réveille, j'essaye d'être grateful d'abord. De remercier un peu grateful, on va la le vie, traduire comment gratitude. Gratitude, c'est vraiment important, quoi. La gratitude. Moi, j'ai vraiment ça. Je me réveille, je regarde par la fenêtre et je me dis j'ai la chance d'être là, j'ai la chance d'être vivant. C'est déjà à manger, il fait chaud. Et j'ai entendu une histoire géniale là-dessus récemment. Quelqu'un c'était sur TikTok, j'ai entendu ça. Quelqu'un qui fait une interview puis qui dit si je vous donne 10 millions de $, vous les prenez? Et personne dit oui. Et puis si je vous dis que mais par contre demain matin vous vous réveillez pas, c'est pour aujourd'hui, vous les prenez toujours? Et non. Bien sûr. Et là, le TikToker, c'est un jeune qui fait ça, c'était génial. Et puis il dit, en tout cas, vous avez progressé. Demain matin, quand vous vous réveillez, vous savez que c'est plus important que soyez là que 10 millions de $. Évidemment, la vie, elle est plus importante que ça. Et l'autre était c'était vachement bien fait, mieux que ce que je viens de faire, mais c'était génial. Et ça vaut plus que 10 millions de $ de se réveiller le matin. Et donc, il y a ce côté, déjà, gratefulness, c'est sûr. Gratefulness, toujours, parce que j'ai tellement de chance, quoi, dans tellement de trucs. Juste, on a de la chance d'être vivant, on a de la chance d'être français, on a de la chance c'est fou d'être français, enfin, d'être né français, c'est une chance incroyable, non, mais franchement, au niveau culturel, niveau, éducation, culture, tout, quoi. On est juste d'être français. On peut se plaindre comme on veut, on peut. On a le droit de parler, on a le droit de dire des choses, on a le droit d'avoir des opinions, on a le droit c'est complètement, c'est un privilège sur 180 pays. Quand on voyage, on se rend compte le privilège. Et l'image, quand on voyage, sans citer d'autres pays, parce que ce serait péjoratif, mais quand nous on arrive, grâce à des boîtes, grâce à toute notre histoire, toute la culture, et aussi des grandes boîtes comme LVMH, qui portent l'image de la France, on a la chance de bénéficier de tout ça, d'une aura française, c'est déjà incroyable. Et donc... notre accent en anglais est apprécié. Et apprécié partout. Enfin, c'est extraordinaire. Et alors, donc, c'est hyper positif, tu vois, je crois vraiment à ça, quoi. Je crois que on peut pas... c'est tellement on transforme mieux les choses quand on est positif. Il faut être grateful. Et ensuite le voyage, ça a toujours été. Alors depuis que je suis né, j'ai toujours eu. Je suis un fils de marin breton, tu vois, du côté de mon papa, de militaire breton, aventurier, quoi. Mais des deux côtés, il y avait que des aventuriers. Et moi, j'ai ça dans mon ADN et je conçois pas autrement que le voyage. C'est-à-dire et c'est marrant parce que quand on était avec Farid sur notre petit scooter.
Au tout début. Je l'ai tellement connu, moi, ça me rappelle des belles images, ouais, les scooters au début des aventures entrepreneuriales. Ouais. Qu'est-ce qui conduisait? C'est moi. C'était quoi comme scooter? Un Sfera 50 cm3 gris, les petits Sfera à 50 cm3 gris. Parce que j'avais peur quand il conduisait. Mais je me rappelle, on avait une chanson débile, on chantait Fred et Farid des sons en ragamuffin, parce qu'on adore le reggae et le raga, et on était à fond là-dedans. Tu me fais inventer des trucs. Et on chantait Fred et Farid des sons international dans toutes les villes, dans toutes les capitales. Et on chantait ça comme deux idiots sur le périphérique à Paris, rentrant dans le 13e arrondissement. Et il y avait ce truc, de toute façon, dans l'ADN, il y avait ce truc-là. Tu vois, et c'est vrai que c'est un choix bold, et c'est vrai, je rencontre des gens parfois qui me disent, mais en fait, vous n'avez pas envie de revenir à Paris. Et c'est vrai que la tentation, elle se fait parfois, parce qu'on adore Paris, on adore la France, et qu'on pourrait remettre l'effort, en fait, sur Paris. Et on a un mec super là-bas, hein, Olivier Lefebvre, qu'on adore, qui fait un super boulot, qui est un super créa, et toute une équipe géniale à Paris, qu'on adore, quoi. Mais on pourrait se dire, à un moment donné... peut-être qu'on revient pour, je sais pas, pour participer à l'effort à Paris, etc. Et en fait, je crois qu'on a trop l'amour du voyage, quoi. Je crois qu'on a vraiment trop l'amour. Enfin, moi, j'ai trop l'amour du voyage, j'ai trop le... C'est-à-dire que je pourrais revenir... Enfin, là, je suis entre Paris et New York. Déjà, le fait que je viens après avoir vécu à San Francisco, donc à un bout du monde, Shanghai à l'autre bout du monde, LA, revenir à l'autre bout du monde, donc est tellement loin de Paris. Et là, je déménage à New York. Maintenant, je me sens vraiment dans la banlieue, où Paris est la banlieue de New York, ou l'inverse, suivant comment on regarde, culturellement ou économiquement. Et ça a l'air tout proche. Mais en tout cas, c'est 6 heures, c'est rien. Que, honnêtement, il suffit que je me lève tard et que je me couche tard à Paris, il n'y a même pas de décalage. Sachant que vous avez fait tous les lundis matins, vous faisiez attention à un point d'honneur à être dans les weekly, enfin, c'est ça, non? Ensemble? Alors, en fait, c'est-à-dire que ça, c'était au début, on a essayé de manager... un petit peu top-down, entre guillemets, mais ça marche pas avec les créas. Okay. Et ça fonctionne pas avec la culture de la boîte, en fait. Et donc, on est passé un peu d'un top-down tous les lundis matins à multilocal, chacun fait ce qu'il veut. Franchement, Olivier, il a une liberté totale. Feng aussi. C'est vraiment des amis, des partenaires, des amis. Et franchement, les films, les campagnes sortent, on les a même pas vus, quoi. Il y a aucun contrôle. On fait confiance, on choisit des gens, on fait confiance, et il n'y a aucun contrôle. Et donc vous avez créé aucune pression de notre part, rien du tout. Je reviens à peu près 2006-2007. Ouais. Vous êtes partis dès les premières années, enfin tous les deux, en 2012-2013, il n'y avait plus aucun de vous deux à Paris. Ouais, c'est ça. Moi, je suis parti en 2012 et Farid est parti. J'ai monté New York en 14. Farid est parti en 16, je crois. Ok. Et il y a quand même 10 ans avant que tout le monde, tous les fondateurs partent, mais c'est intéressant. Ça. Ouais, mais c'est vachement fou. Il y a plusieurs façons de le voir. On peut se dire que c'est débile, on peut se dire que c'est courageux, on peut se dire, suivant comment on regarde le truc. Hein. Mais en tout cas, c'est nous. C'est-à-dire que on voulait un truc international. C'est-à-dire que on le conçoit comme, parce que, je sais pas, c'est tellement évident qu'il faut être international aujourd'hui. Puis même pour aider les marques, je pense sincèrement qu'on est la meilleure agence pour aider des marques françaises à aller à l'étranger. Parce que vraiment, on y était, on a compris, on y est, quoi. Et c'est pas des mots, c'est pas des PowerPoint. C'est-à-dire que peut-être pas l'inverse, c'est des marques étrangères à venir en France ou en Europe. Ou même l'inverse. Hein. Mais en tout cas, je sais pas, je le vois plus dans le sens, on peut vraiment aider les marques françaises. Et en plus, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie d'aider les marques françaises. Aujourd'hui, les marques sont toutes internationales parce que digital. Donc, de toute façon, elles le sont par nature dès le départ. Donc, dès qu'on a un website, on est mondiaux. Hein. Et donc, je pense qu'on est un des meilleurs partenaires pour ça. En tout cas, je pense vraiment. Ouais. Et vous faites quoi? Vous faites de la pub? Vous faites pas des logos, des sites internet? De temps en temps, on fait des logos, des trucs comme ça. Mais le corps du métier, c'est quand même le core. C'est quand même la pub. Ok. Et ça veut dire quoi la pub en 2024? Ça veut dire... faut une campagne, un film forcément. Ouais, voilà, une campagne qui peut être, ou une activation digitale, une activation en social media. Ça prend vraiment toutes les formes. Sur Ele.me, qui est le Uber chinois, la campagne qu'on a faite, c'est une inno. En fait, on a fait une innovation des edible chopsticks, tu sais, des
Des bâtons, des baguettes, mais qu'on pouvait manger. Ok. Et en fait, c'était une innovation, et cette innovation a été trending topic numéro 1 en Chine. D'accord. Et donc la campagne, c'était une inno, en fait. Donc, innovation. Parce qu'aujourd'hui, une campagne, ça veut plus dire grand-chose. C'est vraiment... y a eu l'avènement d'un genre qu'on a appelé l'activation, l'influence. Et donc, en fait, peu importe le moyen. Et on est média agnostique en plus, parce qu'on n'est pas un groupe, donc on n'a pas à pousser nécessairement une partie du groupe comme quand on était quand on travaillait pour des réseaux. Et donc on est complètement agnostique en fait. Hein. Et voilà, donc ça peut ressembler à tellement de choses différentes une campagne. Parfois c'est qu'un logo effectivement, mais il va y avoir un sens qui fait que on va en parler. Et d'ailleurs, on aime amener du sens toujours. On a toujours été dans le storytelling et dans le sens, dans les sens cachés, on a toujours essayé on a toujours finalement, on a toujours une haute idée de la pub. C'est-à-dire que toujours considérer que c'était un art comme un autre et qu'on pouvait, pas toujours, mais qu'on pouvait finalement assez souvent injecter des valeurs ou un message dans ce qu'on faisait en fait. Et que d'ailleurs quand on faisait ça, la pub elle-même était plus efficace finalement. Tu sais, il y a une phrase, c'est « Merci à blablabla, sans qui blablabla serait ce qu'il est ». C'est une rhétorique en fait, hein, qu'on peut appliquer un peu à tout le monde, mais c'est ce que je pense. C'est-à-dire que vraiment, c'est comment on regarde les choses finalement. Finalement, c'est la façon dont on regarde les choses et la façon dont on pratique les choses qui est importante. Et donc nous, on le pratique sans frustration du tout par rapport au cinéma, par exemple. Pratique vraiment, avec un amour de ce métier, en étant convaincu que c'est un grand métier. C'est un vrai métier, c'est un grand métier, et la publicité, et qu'on peut l'élever. Et je le vois chez des concurrents, et je vois assez rapidement ceux qui ont une haute idée de la pub, qui arrivent, et on le voit dans toutes les agences, toutes les grandes agences, il y a toujours des grands créatifs, des grands stratèges, des grands publicitaires, j'aime pas dire, parce que de toute façon, je pense que tous les jobs sont intéressants dedans, tu vois, et encore une fois, tout le monde est créatif, c'est pas un titre, et ouais, vas-y. Non, j'allais te demander, c'est quoi une bonne campagne ? C'est quoi Alors, une bonne campagne, c'est... en fait, c'est marrant parce qu'il y a une dérive américaine à être que consommateur. En gros, l'Américain, il rentre avec son paquet de biscuits, il dit « Ils veulent entendre quoi ? Liberté ? Ok, on va dire liberté. Liberté biscuit. » Et il part que du consommateur. L'Européen va partir... Et le Chinois, d'ailleurs, part que du consommateur aussi. Les deux premières puissances partent que du consommateur. Donc ils ont raison, peut-être. Peut-être. L'Européen, c'est qu'est-ce qu'ils veulent entendre ? Ok, on leur donne ça. C'est un peu ça. Hein. Je le regarde de la lune, hein, je caricature. Hein. C'est un exercice de caricature, hein, ce que je fais. L'Européen va partir de l'ADN, toujours. La marque, c'est ça, l'origine de la marque. Et en fait, parfois, jusqu'à oublier le consommateur, parfois. Mais qu'est-ce qu'il veut entendre finalement ? Il y a ce truc, parce qu'on a une riche histoire, et donc on est... il n'y a pas eu la révolution culturelle d'un côté, il n'y a pas eu un pays frais de 200 ans. Parce que tu traverses le temps. Et voilà. Ça, hein. Et donc on a cette... Ouais, mais il y a eu la révolution culturelle, ils sont amnésiques maintenant, hein, okay. de leur grande histoire, hein, ils ont inventé le luxe avant nous, hein, avant la Renaissance. Mais ils sont amnésiques. Et donc l'Europe part vraiment de l'ADN de la marque, de l'histoire de la marque, trop parfois. Et donc ils sont trop marques, pas assez conso. L'Amérique est trop conso, pas assez marque. En réalité, la vérité est entre les deux. C'est une campagne qui vend ? Non, je pense que les grandes campagnes sont celles qui arrivent à capturer de façon juste la relation entre une marque et sa communauté, son audience. Et quand on la capture de façon juste, c'est là où on strike. En fait, c'est fragile, hein, c'est vraiment fragile. C'est vraiment comprendre la marque, d'où elle vient, son ADN, etc. Comprendre l'audience, ce qu'elle veut, ce qui la motive, et donc tout ce qui évolue dans la société, et de comprendre exactement quel est le lien entre les deux, qui est fragile et évolutif. C'est évolutif, puisque la société évolue. Mais par exemple, là, je me projette, je me dis, si je devais faire une campagne pour Génération It Yourself, tu vois, là, tu me dis, tu me parles à ma communauté, mais moi, je voudrais aussi avoir un reach plus grand. Je voudrais faire grossir cette communauté, tu vois. Comment je vais au-delà ? Enfin, pardon, je vais pas te faire une campagne en direct, c'est compliqué comme ça, peut-être, mais tu vois ce que je veux dire ? Souvent, ce que tu vas chercher, c'est de la conquête aussi, quoi. Ouais. Et ça mérite plus de travail. Oui, ça mérite plus de... Non. Mais je dirais le sens profond de ce que peut apporter un podcast qui est dans le temps long par rapport au temps court, à la junk knowledge, tu vois,
avec comme deux ennemis la superficialité. Toi, tu vas au-delà de ça, puisque tu vas creuser plus loin. Et puis l'instantanéité, puisque tu vas au-delà de l'instantanéité, puisque tu vas sur des formats longs, de façon indécente, je dirais même. Hein. Dans nos sociétés, de faire des formats de 3 heures ou 2 heures ou 3 heures, c'est complètement à contre-courant et complètement choquant quelque part. On n'a pas le temps, en fait, pour ce que tu amènes. Et donc derrière tout ça, il y a aussi, je dirais, le sens d'un programme éducatif, c'est-à-dire d'aller chercher, à travers des entrepreneurs, la substance qui a fait leur succès d'entrepreneur à tous les niveaux. Nous, on est tout petits. Et de le rendre accessible, en fait. Donc, il y a quelque chose c'est un programme éducatif. À balles réelles, puisque c'est pas de la théorie, c'est pas des livres, c'est de la vraie expérience de vrais gens, de vrais entrepreneurs. Et ça a une valeur parce que l'éducation est le problème des problèmes. C'est-à-dire que finalement, toutes les déviances de notre société, c'est un manque d'éducation, que ce soit le racisme, que ce soit le sexisme, que ce soit Donald Trump, que ce soit l'antisémitisme et tout ça. C'est en fait c'est idiot, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait l'éducation est la réponse à tout ça. C'est-à-dire qu'il faut éduquer et donc toi tu t'inscris dans cette c'est un programme éducatif réel, pragmatique, qui va chercher la substance et vraiment derrière le rideau, puisque tu restes en 3 heures, au bout d'un moment il y a la vraie personnalité qui ressort, et tu vas généreusement mettre cette connaissance accessible à tous. Donc il y a un truc très noble. Moi j'irais là-dedans, j'irais vraiment dans et j'irais chercher même des subventions de l'État sur l'éducation. Je veux dire, tu éduques les Français, les francophones, à l'entrepreneuriat, au travail, à l'entrepreneuriat. Donc je veux dire, c'est hyper positif. T'es dans le bright side pour le coup, vraiment, sincèrement. On va travailler, merci, mais on va travailler sur ces narratifs. J'irai pas chercher des subventions parce que j'ai une thèse, c'est que quand tu vas chercher des subventions, c'est que t'es pas capable de faire du vrai argent et que vaut mieux aller chercher, s'acharner à aller chercher du vrai argent. Si l'État nous écoute et veut nous donner des subventions pour ça, je suis preneur. Mais sinon, on restera sur du privé. Non, mais je veux pas forcément qu'on y passe des heures, mais c'était plus. Mais c'est intéressant, tu vois, tes inputs là-dessus, c'est que c'est en effet des choses qui peuvent se vendre. Ce qui est difficile à la fois, c'est de vendre le temps très long, parce qu'en fait, les gens n'ont pas envie, quoi. Donc tu te dis assez vite, j'ai peut-être atteint un maximum. Et à la fois, quand tu regardes la puissance de Joe Rogan et de certains des Américains là-dessus, tu te dis, il y a encore de la place. Il y a encore vraiment de la place. Ouais, et puis si on parle technique, t'es dans le multitasking, donc c'est très moderne. On a vu sur la fin de la campagne Kamala Trump, l'accent tout particulier qui a été mis sur les podcasts par les deux candidats parce que c'est une forme moderne, parce qu'elle autorise le multitasking, c'est-à-dire qu'on peut faire du sport, on peut regarder X en même temps ou Snapchat, c'est-à-dire que cuisine, du ménage, voilà, donc jardiner. Elle s'immisce. C'est une connaissance du coup qui s'immisce un peu comme l'eau dans les fissures de la vie quotidienne. Et donc c'est vachement moderne en fait. Pour revenir rapidement sur Fred et Farid, après je vais te laisser, mais c'est pas inquiétant. Enfin moi je suis et c'est une belle boîte. Mais tu vois, je t'expliquais que j'avais cédé Cosa Vostra et je suis content et soulagé. Ouais. Parce que entre l'IA, cet éclatement de avant en fait tu faisais une campagne, c'était télé, radio, presse. Basta. J'exagère, hein, mais pas loin. Après, il y a Internet qui est venu, tu faisais des bannières, facile. Et aujourd'hui, en fait, le truc est complexe, mais complexe. Et puis, t'as des gens hyper forts en télé, et puis d'autres qui sont vraiment hyper forts sur des activations, des influenceurs, des machins. Et, en fait, de partout, t'as des gens meilleurs que toi. C'est la réalité, hein. Voilà. Donc, toi, tu vas être celui qui pond le gros concept, mais t'as aussi les gros networks qui sont là-dessus. T'as l'IA qui arrive à pleine balle dans ta gueule. Ouais, c'est sûr, ça secoue. Il n'y a pas un moment où toi tu te dis attends, on a fait notre truc, tu vois. Ouais, mais alors c'est vrai, et c'est pas vraiment fatigué là. Moi j'ai la passion. on a la passion, hein, vraiment, et c'est parce qu'encore une fois c'est
c'est un métier qui est éprouvant, hein, c'est un vrai métier qui est noble. Hein. Surtout quand tu te fais bosser gratos en compète, moi ça me rend malade. Il n'y a pas de médecin, d'avocat, de machin qui te fait pas bosser gratos, ça n'existe pas. C'est sûr, non, mais c'est un vrai métier qui est pas assez valorisé parce que finalement c'est un moment d'honnêteté, pas de manipulation. Parce que c'est le seul moment dans les médias où les images sont signées. Donc c'est un moment, le reste du temps rien n'est signé, on ne sait pas à qui ça profite. Quand tu regardes une 30 secondes signée Pepsi, tu sais que Pepsi fait de l'argent sur cette vision. Ouais, c'est super honnête, c'est vraiment super honnête. Et on aide la croissance, l'économie, les entreprises, on lutte contre le chômage, on sauve des boîtes, on aide des boîtes à prospérer. C'est un métier qui est un très très beau métier, très noble. Et malheureusement, il a été caricaturé, mais pas bien. C'est des guignols qui prennent de la coke et qui disent n'importe quoi, et qui vendent du vent. De Mad Men jusqu'à Aux Inconnus. Mais c'est tellement faux. C'est tellement pas le métier. Le métier, c'est des gens qui bossent comme des dingues. Que de la coke, on prend aussi. Mais franchement, j'ai entendu plusieurs fois, mais c'est très rare finalement. Ouais. En tout cas, sur notre génération. La génération avant, j'ai l'impression que c'était plus la fête. Mais notre génération, ça a été que le boulot, quoi. C'était vraiment boulot. C'était sur un truc très très noble, hein, qui est d'aider des boîtes, quoi. Et en plus, moi, c'est mes valeurs. C'est-à-dire, je crois vraiment à l'économie. Je mets l'économie au cœur de tout. Je pense que c'est le truc le plus important. C'est d'essayer de créer des contextes où les boîtes puissent vraiment fleurir et puis être compétitives. Mondialement, c'est vraiment important la compétitivité des entreprises françaises face aux Américains, aux Chinois et à tous les autres, hein, les Indiens, les Coréens, tout ça. C'est important qu'on bosse pour que nos boîtes soient performantes, quoi. C'est vraiment important, quoi. Et je me sens vraiment français pour le coup. Je me sens vraiment. Je suis jamais aussi content que quand je bosse pour une marque française, quoi. Et parce que de pouvoir avoir le privilège de mettre mon talent et le talent de mes équipes au service de la France, d'une boîte française, quoi. Mais on a donc c'est un privilège. Moi, je trouve que on fait un métier qui est un vrai métier déjà. C'est pas un truc bidon, c'est un vrai métier. Hein. Et on est vraiment utile. On est utile et on le dit pas assez. C'est-à-dire que il y a toujours c'est des pubs. Il y a toujours cette image un peu sale image, quoi. Vraiment. Et c'est super triste. On devrait vraiment se fédérer en tant qu'industrie pour revaloriser. C'est fou parce qu'on est tellement bon à revaloriser les images des autres. Et on est le truc cordonnier éternellement et on est tellement nul à valoriser notre industrie. On a l'impression que c'est des irresponsables en basket qui se battent que pour les Lions à Cannes, quoi. Et c'est tellement pas ça au quotidien. Même ceux qui gagnent des Lions sont pas comme ça. Fondamentalement, ils sont on est sur l'économie. Et c'est noble d'être sur l'économie. On n'est pas sur la finance. On n'est pas la strate au-dessus, la classe supérieure de la finance. Nous, on est en dessous. On est des besogneux. On est des petits gars besogneux, des petits gens besogneux. On bosse à construire des marques. On bosse à donner des belles images. On ne ment pas. Il y a un mensonge par omission puisqu'on va éclairer un produit ou une marque de façon positive. Donc il y a toujours un mensonge par omission, c'est sûr, on ne peut pas le nier. Il y a un mensonge par omission puisqu'on valorise quelque chose de valorisant. Mais l'exercice lui-même n'est pas un mensonge. D'ailleurs, c'est légiféré. Hein. Et c'est transparent, puisque c'est signé à la fin. Et donc, moi, je trouve que c'est un des plus beaux métiers. On est tellement privilégiés. C'est pour ça, moi, quand je me réveille, je me sens vraiment... Alors ça, c'est pour la partie, le boulot, l'optimisme et tout ça. Et après, la partie... voyage, c'est un projet de vie. C'est-à-dire que moi je suis pas lassé, et Farid n'est pas lassé, parce que c'est pas que on n'est pas dans un truc cynique, take the money and run, et on aurait pu à certains moments sortir, on l'a pas fait, parce que c'est plus que ça. On n'est pas des gens d'argent. On n'est pas des gens d'argent. Et on se débrouille, mais on n'est pas des gens d'argent du tout. Et on est même cons parfois, vraiment. Et on met à la tête de nos structures que des créatifs qui ne sont pas des gens d'argent. Donc on est quelque part on est un peu ridicule aussi. Oui, dans chaque bureau, le patron ou la patronne, c'est une créative. Qui tranche toujours, voilà. Donc c'est un peu débile. Hein. Il y a pas de croissance externe, il y a rien, il y a aucune acquisition. On est des petits artisans.
passionné par la publicité, passionné par les marques, on est des petits artisans. On parlait d'Hermès, tu disais cousu à la main, ça a une valeur. Ben nous, c'est ça, c'est cousu à la main. Et on est des petits artisans dans l'atelier. Et sur la partie voyage, non, vas-y. Non, je voulais parler de la partie voyage, mais très rapidement, je voulais juste dans votre relation, vous deux, tu disais, on s'engueulait. Toujours. Depuis même avant qu'on soit ensemble. En fait. Moi, j'ai lu que vous vous détestiez en fait au début. Et c'est une dynamique. On a eu la chance, je vais dire bonjour à Gilles Masson qui nous a mis ensemble. En fait, il m'a proposé avec qui je voulais mettre en projet sur un projet. J'ai dit Farid. Alors que vous détestiez. Alors qu'on se détestait. Il m'a regardé. Qu'est-ce qu'il me veut? Et moi, je me suis dit pourquoi j'ai dit Farid. Et une semaine plus tard, on avait décidé de passer à la création. On était sur le scooter. J'allais habiter dans son appart dans le 13e, dans une tour. Et voilà, et on s'est tout le temps, c'est l'eau et le feu, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est tout le temps engueulé, tout le temps. Chaque agence où on a été. C'était quoi votre dernière engueulade? On en a tout le temps, c'est-à-dire que. Là, vas-y. La dernière, je sais même pas. C'est-à-dire que c'est deux sensibilités, c'est l'eau et le feu ensemble, donc ça pète tout le temps. C'est-à-dire que. Mais c'est chiant. C'est une dynamique comme dans beaucoup d'agences. Je me rappelle Bogle et Garty, c'était comme ça. Je me rappelle Goodby, Silverstein, c'était comme ça. Les frères Saatchi, c'est comme ça. Et ils ont le même nom, mais ça s'appelle Saatchi et Saatchi. Ouais. Ça s'appelle pas Saatchi. Et c'est un métier qui est comme ça. Et c'est pas bisounours, c'est-à-dire que c'est normal. C'est une dynamique un peu McCartney-Lennon, tu vois, c'est-à-dire que parfois pour créer, c'est pas forcément idéal d'être tout le temps d'accord. Et ça va jusqu'où? Parfois pour créer, ça va jusqu'à des engueulades fortes. Chaque agence où on a été, les mecs. Avec la porte, tu te casses. Ouais, chaque agence où on a été, les mecs sont dit. Chaque agence où on a été, les mecs sont dit Fred et Farid, ils vont se séparer. Chaque agence. En Angleterre, c'était comme ça. Aux États-Unis, c'est comme ça. Et pourtant, on est en vacances dans le même village. On est à Fontvieille, dans le sud de la France. Fait toujours de l'huile d'olive. Et on se voit en vacances. Alors, le projet huile d'olive. Il est encore en cours. Ça fait longtemps qu'il est en cours. Il est pas encore. En fait, si tu veux lire la vraie histoire, j'avais repéré le champ, donc on allait acheter tous les deux, tout petit truc. C'est pas un business, c'était pour le plaisir vraiment, parce qu'on adore cette région, on adore l'huile d'olive, on adore Fontvieille, et qui veut dire la vieille fontaine. Et puis c'est un village sublime avec de la pierre, de l'huile d'olive, des choses comme ça. Tout est pur. Et puis donc j'avais repéré le champ. Et donc ce jour-là, je pouvais pas être là, j'étais en Chine, je crois. Et donc c'est Farid qui a été chez le notaire, et au moment de signer, il me dit juste un truc, il m'explique qu'en fait, la partie que j'avais repérée, etc., elle était sur l'autre commune. Tarascon, en fait. Tarascon avait une partie qui avançait sur Fontvieille, et donc c'était pas à Fontvieille. Et alors là, l'idée d'avoir une huile d'olive de Tarascon et pas de Fontvieille, alors que il y a un truc émotionnel avec Fontvieille, la vieille fontaine, il y a un truc... Et là, j'ai dit, non, signe pas, on va trouver autre chose. Donc, on l'a pas fait. Okay. En fait, c'est ça. Intéressant. Comment tu travailles bien de ces engueulades? Qu'est-ce que tu en tires pour que ce soit juste pas des engueulades reloues et qui servent à rien? C'est une dynamique artistique, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit dans, je te dis, Lennon-McCartney, quoi. C'est-à-dire que c'est jamais d'accord, s'engueuler tout le temps. Et c'est ça qui fait... C'est vrai, on n'a pas besoin de... comment dire, on est dans ce truc idéal où il faut bien s'entendre, pas forcément. S'il y a le respect, et s'il y a la conviction qu'en cas de problème, l'autre est là. Si moi j'ai un problème un jour et je lui dis, viens, on se voit à Palm Springs ou dans le désert, ou même dans le Kansas, dans un hôtel pourri, il sera là. Il sera là, c'est sûr, et on discutera. Vous voyez combien de fois par an? Donc, maintenant on est à New York, donc on se voit plus souvent, mais à l'époque, de toute façon avec le Zoom, on se voit tout le temps, avec le Zoom déjà. Mais c'est toujours de se dire, la chance qu'on a, c'est de se dire que l'autre sera toujours là, que si un jour il y a un problème, l'autre sera toujours là, il sautera dans l'avion, il sera là, et c'est certain, il dira pas non, et il repoussera pas ce moment-là, tu vois. Et c'est toujours le fond et la forme, c'est-à-dire que quand le fond est bon, et quand on sait que sur le fond il y a une bienveillance, et qu'il y a I back you, you back me, après... c'est normal d'avoir des natures différentes, de rentrer systématiquement sur les sujets. On va rentrer par deux fenêtres différentes, systématiquement. C'est-à-dire que c'est... mais c'est ça qui est intéressant. En fait, Fred et Farid, c'est un syncrétisme. Il n'y a pas de dominant. C'est-à-dire que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Et qui bossent ensemble. Et c'est ça la force, en fait. Il n'y a pas de dominant. Si, il y a des dominants. Donc, non, mais il y en a un qui domine l'autre, il y en a un qui est plus... Ça dépend des domaines, on va dire. Okay. Ça dépend des domaines, en fait. Ça dépend des domaines. Ça tourne. Ça dépend des domaines, ça dépend des moments, ça dépend des... Et je me rappelle quand on était en création ensemble, dans le même bureau, toute la journée, j'allais dire 10 heures par jour, mais c'était plutôt 18 heures par jour.
Quand l'un des deux était à la source, que nous on appelait être à la source, c'est quand you're in the zone. Tu sais, il y a des moments où you're in the zone, c'est assez fragile, tu vois. Et en fait, tu peux plier 15 briefs en... Vraiment, c'est un moment où le cerveau est dans un état différent de conscience et où tu peux plier 15 briefs vraiment en un quart d'heure. C'est 1 minute, c'est quasiment... on était toujours très respectueux de ça et donc d'aller simplement aider l'autre à tirer le fil. Tu vois ce que je veux dire? C'est in the zone. Et il y a un film Soul, d'ailleurs. Tu l'as vu, Soul? Non. Qui est vachement intéressant sur l'incarnation, l'âme et le moment où tu es in the zone, quoi, où tu es... tu me verras, on mettra le lien dans Tu es comme un arbre, tu vois, avec des racines dans la terre et des racines dans le ciel. Et quand tu es là, quand tu es dans ce moment-là, en fait, ça sort... Comment? Tu parles du Pixar? Ouais. Il est extraordinaire. Un Pixar. Il est éveillé. Hein, ok. C'est un film éveillé. C'est un film... ça me plaît déjà. C'est Lightness. C'est vraiment... c'est un film sur l'incarnation. Et les âmes incarnées, alors, qui s'appuient sur des textes... alors, c'est une version Pixar du truc, mais c'est comme Wall-E. Il y a des choses derrière. Et Soul, c'est vraiment un truc à voir parce que ça pose énormément de questions sur l'incarnation, la réincarnation. Alors, moi, je vis avec une femme indienne, hindouiste, qui est convaincue de la réincarnation. Et c'est même pas une question, en fait, pour elle. Et donc, forcément, ça m'a influencé aussi. Je vais regarder ça à fond avec les kids. Votre plus grosse crasse tuile qui vous est arrivée ensemble? Il y a un truc vraiment drôle à raconter. J'étais en Chine et juste avant de me coucher, je regarde le nouveau logo de l'Élysée, en fait, l'Élysée Communication. Et je le regarde et je trouve que le logo est vraiment mais ni fait ni à faire, quoi. On dirait un avion en train de se cracher. Enfin, je le trouve vraiment complètement raté. Et je tweete dessus. Et c'est pas moi, parce que je déteste être négatif. Et en fait, c'est plus fort que moi. Je le trouve tellement nul que je tweete dessus un truc négatif. Est-ce un avion en train de cracher? C'est un masque, un avion en train de cracher? Non, c'est le nouveau logo de l'Élysée. Je fais mon truc. Et j'ai un tout petit moment en me disant j'aime pas être négatif, c'est pas moi, tu vois. Et tu l'as. C'était celui-là, j'imagine, non? Ouais, c'était celui-là. Oh la vache, dégueu. Et alors, je me dis c'est pas bien, quoi. Faut rester positif tout le temps, faut envoyer du positif, ou c'est comme ça, c'est karmique presque, moi je crois, ces trucs-là. Et donc je me réveille le lendemain, réponse de l'Élysée, oui, et qui a fait le logo? Je dis, oh putain, c'est nous. Et là, je me dis, oh merde. Et là, je vois voler de flèches sur Twitter. Et donc, je me dis, c'est pas possible, c'est pas nous. J'appelle l'agence et je dis, le nouveau logo de l'Élysée, c'est pas nous. On me dit non. Je demande à Farine, il dit, non, je te jure, c'est pas nous. J'appelle Emmanuel Ferry, qui était notre directeur commercial. Je dis, Emmanuel, tu peux vérifier, juste, je suis en train de me prendre une volée de flèches. C'est nous, le logo de l'Élysée. Et il me dit, non, je te jure, c'est pas nous, je le saurai, ça va. Et donc, je dis, bon, ok. Et puis, quand même, le truc aussi, tu vois, devient assez énorme. Et je rappelle un peu plus tard, je dis, tu peux quand même faire une petite enquête, une demande à droite à gauche. Parce que... Et au moins, de toute façon, il faut que je réponde à l'Élysée. Donc, et puis, il fait son enquête, etc. Puis, en fait, il me dit, écoute, là, c'est midi. Donc, moi, j'étais en Chine, donc là, c'était midi pour eux. Puis, il me dit, je fais la petite enquête, je te rappelle et tout. Puis, j'ai Emmanuel qui me rappelle, il me dit, merde, c'est nous. Et il me dit, en fait, l'histoire, c'est qu'on a fait des dizaines de logos. On n'a eu aucune nouvelle. Et à un moment donné, ils ont lancé ce truc-là sans nous prévenir. Ils n'ont pas pris un bon logo a priori. Mais donc, c'est nous. J'ai dit, ah putain. Donc là, c'est pas une bonne nouvelle. Et là, réunion de crise la plus ridicule de toute l'histoire de la publicité. Il y a prescription maintenant, mais c'était la plus minable de toutes les réunions. Et l'outcome le plus minable. Donc, je réfléchis. Donc, Emmanuel Faridément se dit, qu'est-ce que je réponds? Et on passe par tous les scénarios, on se dit en plus, il ne faut pas trop tarder, il faut quand même qu'on réponde. Et donc, je tweete le truc le plus nul, je dis, c'est nous le logo de l'Élysée, ben c'est bien alors. Et je tweete ça, ce qui était la réponse, mais vraiment la plus nulle de toute l'histoire de l'Élysée. Peut mieux faire. On en revient au cordonnier, quoi. C'est vraiment, on est minable sur nous-mêmes, quoi. Voilà. Ouais, très bon. Merci pour la story. Comment est-ce que tu progresses, Fred? Je suis en permanence dans la sortir de la zone de confort tout le temps. Et à chaque fois que je lance des structures et que ça marche, je pars tout de suite. J'ai un éternel, j'ai besoin de recommencer, me remettre en question, me remettre en danger tout le temps. C'est profond, hein, je dirais presque que je vois un psy. C'est-à-dire que j'ai besoin de... Quand ça marche d'ailleurs. Même quand je gagne un pitch, c'est lancé, c'est bon.
je vais plus du tout être intéressé par le truc. Je préfère que les équipes le fassent. Et je suis en permanence dans... j'ai peur du confort, en fait. Mais vraiment, même dans ma vie, je pourrais être plus confortable, je pourrais être plus... j'ai une angoisse du confort. Là, j'étais vraiment bien à LA, mais vraiment bien. Une vie, mais vraiment incroyable. Quand t'es bien à LA, t'es bien. Et je me suis changé, et donc j'ai eu besoin de partir, me mettre à New York, dans un petit appart, pas de balcon, rien, machin, et tout, parce que je crois j'aime bien les Spartiates, on parlait du film 300, on avait emmené toute l'agence voir le film 300, et moi j'aime ça, j'aime l'héroïsme, j'aime le truc une poignée de gens qui battent les armées, j'aime le truc, le combat, quoi, le combat, on en revient aux arts martiaux, j'aime le combat en fait, hein. Vraiment j'aime le combat, et j'aime l'ascèse qui va avec le combat, j'aime la discipline. Ouais, à New York, je bois pas, je fume pas, j'ai une ascèse, quoi, et j'aime bien après je peux avoir des soirées où je fais n'importe quoi, mais je veux dire dans ma vie quotidienne, je bois pas, je fume pas, et je crois enfin ouais, j'ai ce truc de combattant, quoi, vraiment de combattant, et donc le voyage aussi, parce que j'ai cette espèce de boulimie je veux voir le monde, quoi. Et Dubaï, là je me dis après peut-être Dubaï, j'y pense sérieusement, après New York. Et parce qu'en fait, le projet Fred & Farid, c'est pas take the money and run, exit, cynisme et tout, pas du tout. C'est un projet de vie, vraiment. Et on a la chance incroyable, et Dieu merci, d'avoir cette liberté, de pouvoir choisir ce qu'on fait, où on va, etc. Et moi, j'exclus pas D'ailleurs, je suis allé en Inde pour le moment, je suis allé au Japon pour ouvrir, je suis allé en Corée pour ouvrir. J'ai ouvert Abidjan, je l'ai refermé. J'avais ouvert Beijing, je l'ai refermé. J'en ai même pas parlé, en fait. Je les ai ouverts, je ne l'ai pas dit. Et en fait, je sais pas, demain, je pourrais être à Mumbai, en train de lancer FF Mumbai ou Imagination Mumbai, parce que j'ai envie de vivre en Inde, parce que mon épouse est indienne, et que ça m'éclate, en fait, de découvrir une nouvelle civilisation, ou au Moyen-Orient, ou en Amérique du Sud. En fait, et en fait, ça m'excite plus. J'adore la France et tout, mais ça m'excite plus que rentrer ici et aller faire les pitchs là. Et même si j'adore, hein, parce que j'adore la France, mais j'adore. Mais le monde est trop grand. Il y a trop de trucs à voir, quoi. Je comprends. Et à apprendre. Et j'y vais toujours dans un état d'esprit anticolonial, entre guillemets. C'est-à-dire que j'y vais toujours pour apprendre. C'est-à-dire quand on a été en Chine, je n'ai pas amené la France en Chine du tout. Mais du tout. J'ai appris la Chine et je l'ai plutôt emmené en France après. Question, t'arrives à Mumbai demain, ouais. Tu débarques avec tes valises, tu fais quoi en premier ? Je suis mon instinct, je fais que ça. Quand je suis arrivé tu recrutes que de l'instinct. Ouais. Je fonctionne, je suis un animal, je marche qu'à l'instinct. Qu'est-ce qui fonctionne quand même à chaque fois quand tu poses tes valises ? Il y a des choses. Ce qui marche, c'est la terre brûlée. C'est pour moi. C'est vraiment le viking, Valhalla, c'est brûler le drakkar. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en Chine, j'ai pris un entrepôt qui appartenait à l'armée, donc c'était très compliqué, ça existait même pas sur le cadastre. Je me suis mis sur le bout parce que j'ai senti cet entrepôt. Il y avait des rats, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. J'ai dépensé 550 000 € de travaux. J'avais 0 client. Et je crois en ça. Moi, je crois en... Tu sais, les Vikings qui brûlaient les drakkars pour être sûrs de conquérir. Et le côté, je crois à ça. C'est-à-dire il y en avait 0 client, rien. Mais pareil quand on a lancé les US. C'est-à-dire que... Et je suis allé parce que j'avais envie d'aller. Il y avait rien. Comment tu te chopes ton premier client ? C'est on bosse, quoi. On bosse et t'appelles outbound. On bosse. On est en pro-biz. On n'a même pas de newbies. C'est-à-dire que aujourd'hui, de toute façon, l'industrie, elle est ravagée. Attention, hein, l'industrie publicitaire. Le newbies, il faut pas compter dessus. Il faut vraiment, enfin, pas quand t'es indépendant. Quand t'as un gros groupe très puissant, oui, mais pas un indépendant. C'est-à-dire qu'il faut aller ce que nous on appelle le pro-biz. C'est quoi ? Pro-biz, c'est tu vas chercher. C'est toi qui vas chercher les business. Donc tu sors, tu rencontres des gens, tu vas chercher des opportunités et tu te crées toi-même tes opportunités. Tu leur vends un petit concept, donc tu les écoutes, tu dis je te comprends, et tiens, je pourrais faire ça, ils te regardent, ils disent il est malin, et puis tiens, on essaye. Ouais, ça a plein de formes différentes. Il faut rentrer dans plein de réseaux possibles et aller vraiment chercher les business, quoi. C'est-à-dire que ça ne vient pas tout seul. De toute façon, il faut aller chercher les business soi-même. Il y a même pas de... Ils reviennent pas de toute façon. Donc on est dans une espèce, il faut être boulimique en fait, hein, ça revient pas. C'est rare qu'on embraye sur une deuxième campagne, puis une troisième campagne. Il y a un cynisme, en tout cas aux États-Unis, incroyable. On est complètement commoditized, et c'est comme ça, faut l'accepter.
Et voilà. Et donc il faut aller chercher les business. Mais il faut se lancer, c'est-à-dire que si on parle vraiment purement entrepreneur, génération do it yourself, etc. Moi, il y a quelques règles. Il y a d'abord, je veux dire, il faut pas se mettre en situation de confort. Jamais, jamais, jamais. Le confort, c'est terrible. C'est la pire truc qui arrive. C'est vraiment à chaque fois qu'on s'est laissé en situation de confort, on dépérit, quoi, en fait. Hein. Okay. Je pense qu'il faut saisir. Quand il y a une opportunité qui se présente, nous, c'est une de nos forces, on a toujours tiré tout de suite. Hein. Gibier passe, on tire. On réfléchit après. Hein. Okay. On a eu l'occasion d'aller à Londres, bam, on y va. On a eu l'occasion des US, bam, on y va. C'est vraiment, c'est pas... Il n'y a pas de réflexion, on est à l'instinct complet. Ouais, tu débarques, on est des animaux sauvages, on y va, Okay. voilà. Et après, il faut se mettre en danger, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai dépensé 550 000 de travaux pour récupérer tout l'entrepôt, nettoyer tout, amener l'eau, l'électricité, après j'ai une pression monstrueuse. C'est vraiment, j'ai une pression monstrueuse. Je dois réussir. Puis de toute façon, je me déplace avec ma femme, mes enfants, que j'inscris à l'école. Faut payer l'école, de toute façon. Donc, en fait, je me mets dans une telle situation qu'il n'y a pas le choix. C'est tout, il y a aucun choix. Et donc, et moi, je crois que c'est ça. Et c'est génial parce que ça permet de se transcender, de se dépasser et aller chercher finalement l'estime de soi un petit peu. T'as un livre à me recommander ? Un livre par-dessus tout. Un livre par-dessus tout. Tu donneras à tout le monde ce que vous voulez. Un livre par-dessus tout. Oh, c'est dur. J'ai tellement peur de dire une Il n'y a pas de conneries. Ouais, mais je dirais à ce moment-là, un livre de poésie, je dirais. T'en as un en tête, spécifiquement ? Oui, je pensais... c'est parce que je viens de racheter Les Fleurs du Mal. Okay. J'étais dans une librairie, je raccompagnais ma maman chez elle en Sologne. Et je passais dans les librairies. Je viens de les racheter, en fait. Et c'est le cliché des clichés absolus, mais c'est sublime chaque page. Et ouais, la poésie, parce que en fait, c'est moderne. C'est moderne de voir des choses transcendantes dans des choses réelles, en fait. De voir ce qu'il y a derrière, en fait. De voir toujours la beauté dans les choses, de voir la beauté dans les gens, de voir la beauté dans les choses, de voir la beauté dans les situations. Et c'est un talent extraordinaire d'aller sur une scène que d'autres vont voir de façon, je vais dire, froide. De voir autre chose derrière et d'interpréter en fait et de sortir le beau de quelque chose de pas beau. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Fred, que si tu avais l'occasion de le croiser, au jeune Fred qui vient de finir ses études et qui va rentrer dans sa première agence ? Waouh. Alors là, c'est... je dirais... Je sais pas, vraiment, je sais pas. Tu lui dirais de partir plus vite, plus tôt, plus loin ? Non, je dirais respire. Je dirais ça. Merci. On te suit sur LinkedIn, par exemple, sur X, t'as des réseaux sociaux de prédilection ? Ouais, LinkedIn. J'aime beaucoup LinkedIn parce que je trouve que c'est le plus constructif, parce que comme il n'est pas anonyme et qu'il est lié au monde du travail, donc on fait pas n'importe quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien LinkedIn, en fait, c'est que c'est constructif, il y a une tenue, on dit pas n'importe quoi, c'est lié au boulot. Et moi, j'aime le travail, j'aime les entreprises, j'aime les entrepreneurs, c'est tout ce monde-là c'est mon monde. Enfin, c'est ça que j'aime. Donc c'est là, j'aime pas tout dedans, hein, parce que ouais, super promotion, machin, il y a toute la self-promo, mais quand même, je trouve que c'est le plus constructif, en fait. Et en fait, j'aime bien la construction. J'aime pas la déconstruction. J'aime bien la construction. Et ce qui me rend heureux, c'est de construire. C'est pas de déconstruire. Et à la fois de me construire, d'aider les gens autour de moi à se construire et d'aider les boîtes à se construire. Et je trouve que la construction est une des clés du bonheur. Marrant, une photo en noir et blanc avec tes 3 enfants en kimono sur LinkedIn. Ouais, voilà, avec le karaté. Frédéric Raillard, on te suit sur LinkedIn. Ajoutez-moi au passage, ajoutez Clémence, qui a gagné plein de
de followers avec le lancement de son podcast, combien ça gagne. On mettra le lien aussi, écoutez-le, c'est sympa. Merci beaucoup Fred, merci à vous tous. Si vous êtes nouveau sur Génération Do It Yourself, allez bien vous abonner sur le podcast et puis mettez des petits mots sympas sur les applis de podcast, des petites notes sympas aussi, ça nous aide. Et puis partagez cet épisode, je vous le redis juste après. Allez, bisous, à plus, à la semaine prochaine. Ciao.